Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal 24. Nous sommes de retour au kiosque pour le débat politique du week-end. Merci de choisir notre compagnie pour les 2 prochaines heures après le mémorandum des chefs traditionnels de la région de l'Ouest sur la situation socio-politique du Cameroun. Cette semaine, le ministre de l'administration territoriale Paul Latangandi est revenu à la charge lors d'une visite à l'ouest du pays. Il demande aux chefs traditionnels de quitter le terrain politique pour aller faire un peu d'agriculture politique et tradition finalement. Est-ce un mariage terriblement incestueux? On en parle dans cette émission. Pourquoi les chefs traditionnels de l'Ouest ne se font pas finalement comprendre par le politique? Sont-ils privés d'opinion politique? Pourquoi l'État voit dans leur démarche une approche avec le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC? On en parle donc avec nos invités qui nous rejoignent progressivement. Michel Florence Dikoumet, elle est spécialiste des relations internationales. Elle communique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Également présent pour cette aventure de 2021 qui commence, Léopold Ndassi, c'est l'un des invités permanents de ce programme, chef service politique du quotidien Le Messager. Mais d'abord, cette scène de crime au marché Mukolo, ici même dans la capitale, un policier qui tire à bout portant sur un conducteur de moto qui essayait de défendre une dame dont la marchandise venait d'être saccagée. Pourquoi la violence se généralise? Est-ce une bavure policière de trop? Accueillons donc nos invités. Madame Dikoumet, bonsoir, merci d'être venue. Bonsoir. Bonne année 2021. Bonne année à tous qui nous écoutent. Bonsoir Christian. Bonsoir à Léopold. Merci. Et tout à l'heure, je me posais la question de savoir si je n'étais plus du tout admise sur le plateau. Bon, merci de me rassurer. Vous êtes toujours la bienvenue. D'accord. Je tiens également à dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Souhaiter une bonne année et surtout une bonne fête du football à tous les étrangers présents pour ce rendez-vous footballistique en territoire camerounais. Exactement, le chant qui se poursuit bien sûr avec cette finale pour le Cameroun demain qui va affronter, n'est-ce pas, le Burkina Faso. Le ticket de qualification pour les quarts de finale est en jeu. Vous êtes spécialiste des relations internationales, peut-être une petite question d'actualité. Joe Biden a pris le pouvoir malgré les caprices de Donald Trump. Malgré les caprices de Donald Trump, moi je tiens à dire que nous devons simplement ne rien attendre de particulier. Il y a la souveraineté des États. Nous avons simplement avec les États-Unis une coopération. Je voulais simplement vous demander ce qu'il va changer. Moi, je ne pense pas que quelque chose avec change. l'arrivée de Joe Biden dans les relations entre le Cameroun et les États-Unis. Les relations des États-Unis au Cameroun, j'ai dit toujours que c'est une continuité dans les rapports que nous avons entretenus avec les États-Unis jusqu'ici, dans le cas de la coopération. La transition politique aux États-Unis est un problème politique américano-américain qui ne concerne pas le Cameroun. Donc, l'administration, elle continue. Les démocrates étaient là, les républicains... Mais vous savez que les démocrates ont leur ligne et les républicains ont leur ligne. Maintenant, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Il y aura peut-être beaucoup plus Joe Biden qu'on présente comme celui qui veut remettre l'Amérique sur la scène internationale. Et qu'il y a la crise anglophone ici au Cameroun. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Donald Trump disait American First. Lui, peut-être il va aller un peu plus loin. Vous me voyez rire par rapport à cette naïveté-là. Pour la simple raison que, quelle que soit l'administration en place, il y a toujours un agenda vicieux lié aux affaires africaines. Nous ne sommes pas sans ignorer aujourd'hui que l'Afrique étant le réservoir du monde nourri des convoitises. Donc, quel que soit celui qui arrive là, le problème également, tout c'est la mise en place d'une politique de spoliation des ressources. Ce ne sera qu'une continuité. Joe Biden ne viendra pas mettre, n'est-ce pas, entre parenthèses, les intérêts américains parce qu'il se veut l'ami du Cameroun. Non, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une question inter-État. Merci beaucoup. Léopold Ndassi. Oui, merci Christian. Bonne année. Merci d'être là. Au panel. L'année a bien commencé pour vous. Bon, je ne sais pas si j'ai la capacité de mesurer ça a bien commencé ou pas, mais on fait avec le train-train quotidien. On est habitué à cela. Donc, on ne se plaint pas trop, on ne pleure pas, on ne pleurniche pas non plus, mais on n'est pas non plus très satisfait de ce qui se vit ici maintenant. D'accord. Cette semaine, le Messager a vu des marabouts dans la tanière des Lions. Les Lions appriment là-bas au stade. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des Camerounites. Ça veut dire que nous avons cette magie, ce génie de mettre en scène ce qui devrait être caché. Et ça veut dire que au sein d'une équipe futée comme celle du Cameroun, vous avez des gens qui viennent avec des potions, je ne sais de quoi d'autre, et qui veulent imposer à l'entraîneur
qui sera joueur ou pas. Bon, cela se faisait il y a de cela peut-être 2 ou 3 siècles. Bon, si cela revient sur la scène, attendons voir ce que ça va produire. Toujours est-il que je crois que le coach Tongo Pile, c'est qu'un scientifique et qu'il va se fier à la science et non au potin et au gris-gris, je ne sais plus fait de quoi et d'autres choses. Il est vrai que ça a bien commencé cette canne avec sur Oran Central une chauve-souris qui était retrouvée avec un œuf. L'entraîneur zimbabwéen en a fait des choux gras en disant que les Camerounais étaient... C'est pour ça que vous dites que ça a bien commencé. Mais ça a avec bien les commencé. chauves-souris au Rond Central. Ça a bien commencé. Ceux qui la chauve-souris, c'est un ballon. Le ballon est rond pour tout le monde. Hein. Bon, si les gens pensent que c'est les déchets de chauve-souris et des œufs cuits, je ne sais plus comment, qui jouent, bon, tant mieux ou tant pis pour eux. Moi, je pense qu'il faut jouer. Jusqu'à présent, l'équipe du Cameroun, sur le terrain, nous pouvons évaluer et dire qu'à tel compartiment, ça va ou à tel, ça ne va pas. Je pense même si on a toutes les je ne sais pas comment vous appelez ça, les écorces du monde, que sur le terrain vous ne jouez pas bien, on sent que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça ne peut pas se cacher. Tout le monde voit que le jeune Bang a fait des prouesses. Ça, on ne peut pas contester ça. Le gardien, qui n'était pas connu hier beaucoup, mais aujourd'hui on découvre qu'en dépit de sa taille réduite, il a des capacités extraordinaires. On le connaît. Donc maintenant, ceux qui viennent comptant sur les soutiens de marabouts et de je ne sais plus quoi d'autre, je crois qu'ils auront leurs yeux pour pleurer à la fin. Ça, je pense comme ça. Mais pour dire vrai, je pense que l'équipe du Cameroun, telle que je la découvre, est une équipe merveilleuse. Cette équipe a le mérite d'être soutenue. Je pense qu'elle peut aller le plus loin possible. Donc moi, quand je regarde les matchs du Cameroun, je pense qu'on sera sur le podium, quoi. D'accord, espérons. Maintenant, j'aimerais que la réalisation nous propose le visage de ce jeune Camerounais, finalement, dont la famille est endeuillée aujourd'hui. Madame Dikoumé, est-ce que de nos jours, quand c'est chez les Blancs, on dit rapidement, on dit rapidement là-bas que la police est habituée comme ça. J'ai l'impression que ça arrive déjà ici, aussi chez nous. On peut tirer facilement sur quelqu'un comme ça en pleine ville de Yaoundé. Permettez que je sorte d'abord du cadre de la police pour parler de notre société en général. L'Africain est quelqu'un de terrible. Terrible pour la simple raison que nous avons vécu des chocs dus à l'impérialisme, à la colonisation, plus loin à l'esclavage. Mais à aucun moment nous sommes passés devant les psychiatres pour faire notre check-up, essayer de nous soigner. Et j'ai comme l'impression que dans nos rues, nous sommes un peu trop malades et ces maladies, souvent inconscientes, nous amènent à poser les actes les plus ignobles, les plus aberrants. Il y a une certaine recrudescence de violence aujourd'hui. Et au-delà de la violence que nous observons dans les rues, revenons même au niveau des conflits qui animent, n'est-ce pas, le lit de notre pays depuis un certain temps. Ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'on a des frères, des concitoyens qui tombent, vous trouvez d'autres qui s'enorgueillissent. Ouais. Vous trouvez des gens qui sont contents d'apprendre qu'aujourd'hui à Bamenda, il y a un bilan de temps. Aujourd'hui à Kumba, il y en a qui sont morts. Il y en a même qui vont jusqu'à donner leur caution morale à ces terroristes. Parce que je ne voudrais pas les appeler Camerounais. S'ils avaient été Camerounais, ils ne tueraient pas des Camerounais. Donc j'ai toujours comme l'impression qu'au-delà de nos frères qui sont rentrés dans la décès vandale, il y a des entrepreneurs de sécurité venus d'ailleurs qui les aident dans cette sale besogne. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans votre propre village et mettre du feu. Vous trouvez donc des gens dits normaux autour d'une bière qui sont contents d'apprendre que quelque part, on a tiré sur un moto-taximan, s'amuse. Oui. Et non, on a tabassé le policier, lui entre la vie et la mort. La mort est devenue un sujet de blague chez nous. Ça devient un sujet de blague. Et pendant que ça passe, vous trouvez d'autres avec un téléphone portable qui, au lieu de la rescousse, ils sont à la recherche du temps justement de filmer. Tout le monde est devenu reporter, journaliste. Exact. On ne sait même surtout plus. Avec la montée des réseaux sociaux. Avec la montée des réseaux sociaux. Chacun va avoir la primeur information. Qui même a fait de vous des journalistes? Qui a fait de vous reporters, photographes? On ne sait même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'entremêlent les jambes, on ne sait plus qui fait quoi et qui ne doit pas faire quoi. Alors, vous voyez, nous avons, nous les Africains, l'art de très mal copier le monde, l'art de très mal faire. Nous voyons autrui et nous voulons imiter. Je veux bien expliquer le fait qu'autrui nous est inondé de par sa culture. Mais à un moment, arrêtons-nous. Posons-nous la question de savoir qui nous sommes. D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Parce que si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne saurons jamais où est-ce que nous allons. Je vais aussi tirer un peu à boulet rouge sur notre administration. Je suis du RDPC, ça risque de vous surprendre. Je me pose la question de savoir si l'enquête de moralité existe même encore de nos jours lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de recruter dans les corps sensibles tels que l'armée et la police. On se retrouve donc avec ce genre de choses. Et beaucoup plus, nous savons aussi que lorsqu'ils ont les armes, peut-être ce n'est pas élégant pour moi de le dire, ce sont des balles
blanches, on doit tirer sur les gens à balles blanches. Mais quand il y a donc déjà des balles réelles, en fait, quand les balles sont blanches, c'est pour en fait faire quoi? C'est pour disperser les foules, c'est la dissuasion. Mais lorsque les gens se baladent déjà avec des flingues à balles réelles, à même de tirer, je ne suis pas flic non plus, mais au moins le fait d'avoir fait des sciences un peu rapprochées de l'heure dans le cas de la sécurité en relations internationales, on sait quand même que lorsqu'on tire sur quelqu'un, c'est pas sur la tête. Si vous êtes face à un brigand de grand chemin, mais tirez au moins sur les pieds, de manière à lui sauver la vie, parce que on ne permet à personne d'ôter la vie à quiconque. Tirez sur le pied, quitte à ce qu'il se couche, histoire pour vous de le récupérer et de le remettre au service compétent. Mais ce n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà donc quelqu'un juste parce qu'il veut aider une concitoyenne, qui elle-même aussi, parce que si on va regarder dans l'incivisme avéré, on dit de ne pas poser des marchandises en bordure de route. C'est même à ce niveau-là que nous déposons les marchandises. Et lorsque Awara arrive et se met à piétiner, parce qu'on a déjà longtemps demandé de ne plus le faire, elle crie au secours. Un autre Camerounais qui veut aller à son secours se retrouve, n'est-ce pas, de vie à trépas. Donc je crois qu'il y a une réelle responsabilité individuelle. Je crois que nous avons besoin de beaucoup de civisme encore dans notre société, au-delà du policier, au-delà du moto-taximan. Chaque jour, nous vivons des atrocités dans notre pays. Il est temps un peu qu'on se remette en question et qu'on essaye de revoir comment resensibiliser les masses afin de leur apprendre, n'est-ce pas, le vécu social pour une meilleure justice sociale, parce que nous en avons tous besoin. D'accord, le Pondassi, un journal a titré L'arme fatale. Notre société est en train comment je vais dire ça, de mourir sous nos yeux. On aurait pu au moins avoir une communication de la hiérarchie de la police pour s'expliquer sur ce genre de scène. Ce sont des Dans un marché bouillant comme le marché Mokolo, la mort de ce jeune homme pouvait créer des émeutes qui pouvaient aller au-delà de Mokolo. L'administration ne dit rien, ce sont des silences embarrassés. Vous voyez, si l'administration se met à communiquer, quand je dis administration, ça c'est un mot générique, se met à communiquer sur cette histoire, on risque d'embarrasser un beau monde. Moi je pense que notre pays travaille au domaine de la sécurité, mais la notion de sécurité humaine n'est pas encore entrée dans le sens, dans nos mœurs, il faut le dire. Chez nous, c'est la sécurité de nos frontières, c'est la sécurité de nos autorités, c'est la sécurité de nos marchés, mais la sécurité de l'individu en tant qu'être humain n'est pas encore entrée dans les mœurs. Vous avez qu'à voir lorsque ce que Mme Dikoumé appelle Awara arrive au marché. Est-ce que vous avez besoin d'écraser les marchandises d'une pauvre maman sur le bord du chemin, même si elle n'est pas dans la légalité? Il y a une dimension de la violence, ça veut dire une violence disproportionnée par rapport à l'infraction qui est commise. Vous comprenez ça? Je ne veux pas ici dire qui comprend l'acte de la femme. Donc ça veut dire que chez nous, lorsque vous voyez la police qui vient pour rétablir l'ordre, est-ce qu'il faut le dire comme ça, ou mettre le droit à sa place, c'est avec tellement de violence. Que fait-il sur le terrain avec une arme, avec pistolet, arme, comme madame, au point où on va tirer? Qu'est-ce qu'il faisait là avec une arme là? Je ne comprends pas. J'ai suivi tellement de versions que finalement je me perds dans cette histoire. Il paraît-il que le jeune homme, vous avez montré sa photo tout à l'heure, qu'il est là tout jeune, plein de vie. D'après ce que j'apprends, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, on attend encore l'administration confirme, peut-être que vous avez vu ce que je n'ai pas encore suivi, c'est que la dame était en train de vendre et que les policiers sont arrivés et ont entrepris de saccager, le terme vient de toi Christian, saccager sa marchandise, écraser, et qu'elle a demandé au secours. Et que lorsque le policier saccageait à tout vent la marchandise de cette dame-là, il y avait un gendarme, d'après ce que j'entends, je ne sais pas si c'est vrai, il se reste à vérifier, et il était éclaboussé. Elle est donc venue à la rescousse de la jeune dame, de la maman, je dis jeune dame, enfin je ne sais pas si elle était trop jeune, et pendant qu'ils étaient en train il venait à la rescousse maintenant, il s'est engagé des emplois entre l'homme en tenue qui était en civil et le gendarme, et que le motoman, qu'on appelle le conducteur de moto-taxi, est venu pour les séparer, à la rescousse. Je ne sais pas si c'est très fondé, si l'émission était interactive, les gens réagiraient, ce que nous avons reçu. À ce moment-là, maintenant, le policier sort son arme, et s'il voulait tirer sur le policier ou pas. Donc, on dit que le moto-taximan en question a reçu la balle comment on veut dire ça en français? C'est une balle perdue qu'il a atteint comme ça parce qu'il venait là avec elle pour secourir les gens. Donc ceci dit, cela n'exclut et cela n'exempte personne de ses responsabilités,
ni des mototaximans dans ce qu'ils font dans la ville. Donc pour moi, je dis clairement, Serge, c'est que le policier qui a tiré, que ce soit par hasard ou prémédité, il faudrait qu'il soit sanctionné et que nos autorités communiquent par rapport à ça. C'est cela qui fait le lit de la violence. Puisque les sources disent que ce policier est habitué à ces actes de brutalité sur des commerçants chaque fois. Et il n'est pas muté, il n'est pas sanctionné. Et mon colosse, c'est un endroit juteux, vous comprenez? On sait comment le maire a ici arrivé là-bas pour s'imposer. Ça c'est facile. Oui, avec tout ce que ça a créé comme bruit autour de ça. Et c'était pas... Les risques de soulèvement. Et vous savez avec qui il avait des problèmes. Ça, je ne vous le dis. Non, je vais pas. Ah oui, ça, je le sais. Vous savez avec qui il avait des problèmes au marché de Moncolo. Exactement. Le maire et lui avait des problèmes avec qui. Donc, pourtant, c'est lui qui doit normalement recevoir les recettes du marché. Vous comprenez que le policier peut avoir un zèle parce qu'il est sur un terrain conquis. Seulement que maintenant, il y a mort. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que le pouvoir public prenne leurs responsabilités et à partir de ce problème, vide l'abcès du pu. C'est le moment. Il ne faut pas attendre que la population se soulève dans la... Et regardez, le drame, c'est qu'il y a de plus en plus une certaine corporation qui se forme par rapport au métier. Vous avez les mototaximens qui se forment, demain c'est les BMC là, on ne va plus se retrouver là. Et dans ça se fait sous la barbe de l'État, du pouvoir qui se tait. C'est une affaire, c'est une vie de trop quand même qui a été ôtée là. Et sur ça, on attendait une communication ferme pour d'urgence et ceci, cela. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc pour moi, je dis que c'est un silence de trop, mais je te l'ai dit au début, c'est un silence embarrassé. D'accord. Madame Dikoumé, comment réussir à concilier les commerçants, les agents de la police municipale, les policiers eux-mêmes, les autorités? Comment réussir à fédérer pour que ce marché qui ait une vie, qui n'ait pas toujours de scandale dans un grand marché comme celui-là? Chacun a la recherche son pain quotidien. Le problème part des populations d'abord. Avant même ce marché de Mokolo, combien de fois a-t-on voulu délocaliser les jeunes de Kennedy pour la foire? Ils n'y vont pas. Ce ne sont pas les comptoirs qui manquent. C'est quoi, l'État est faible? Non. Ou alors il n'y a pas de solution? Il y a une telle tolérance administrative chez nous que ça finit par friser la faiblesse. Donc on leur dit, allez-y, on vous recase là-bas. Ils font semblant de partir. 2 jours après, vous les retrouvez dans leur environnement premier. Donc, moi, je crois qu'il y a une autre sensibilité. En ce moment, le pays traverse une situation sociopolitique assez délétère. Bon, est-ce que vraiment nous avons besoin de soulèvement de trop? Voilà, il y a ça aussi. Je pense que la tolérance administrative viendrait un peu de là, histoire d'amener les uns les autres à comprendre. Et quand vous allez voir la maman dont la marchandise a été torpillée, c'est une femme mûre. Bon, vraiment, ça veut dire que le jeune mototaximan ne pouvait que courir, aller à sa rescousse. Chacun de nous a une mère. Il s'est dit non, mais écoute, ça aurait pu être la mienne. Essayons d'aller lui prêter mon fort. Donc moi, je crois pour ma part aujourd'hui qu'il faudrait qu'avec la décentralisation qui a pointé du nez, que les affaires, n'est-ce pas, se remettent en place. Aujourd'hui, la police municipale n'est plus un secret pour personne. Elle fait partie intégrante du processus de décentralisation. Il faudrait donc maintenant qu'on essaie d'impartir les rôles. Que la police centrale sache quel est son périmètre de sécurité, que la police municipale dans les marchés fasse son travail. Qu'elle soit disciplinée, cette police municipale. Il faut arrêter, il faut qu'ils arrêtent de prendre des individus comme des animaux, qu'ils attrapent un peu partout, oui, qu'ils peuvent arracher leurs marchandises et les boxer comme ils veulent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas une question du jus. Quand on sort le matin, on va travailler. Et chacun devrait apprendre à vivre, n'est-ce pas, de son gagne-pain. N'allons pas chercher à en avoir un peu trop. C'est ça qui sème en fait le désordre, l'apprêter au gain. Vous trouvez quelqu'un qui doit payer 100 francs de taxes de marché, mais parce que justement il y a une infraction, vous n'êtes même pas prêt vous-même à le chasser, c'est vous qui négociez. J'habite souvent depuis un certain temps, il y a des jours, il m'arrive d'emprunter le transport en commun. Alors, comment vous pouvez expliquer que vous arrivez, il y a un rang qui part de l'entrée de la caméra, là, devant votre confrère, il y a un poste à côté, pour le car. Donc, à une certaine heure, parce que c'est l'affluence, il y a généralement 2 rangs. Quelqu'un vient carrément vous retrouver et vous dit, madame, donnez-moi 200 et un Marlboro, je vous mets dans la voiture. Vous voyez ce genre de comportement? Est-ce qu'ils sont là pour ça? Ils sont là justement pour régler la sécurité, s'arranger à ce que les cars, les bus les uns après les autres chargent dans
la légalité. Oui. Mais ils sont les premiers à vous proposer ça. Et c'est ce qui se passe au marché. C'est-à-dire qu'en dehors des droits de marché qu'on a payés, parce que vous avez donné 100 ou 200 francs en sus, on tolère votre marchandise en bordure de route. Pourtant, vous ne devrez pas être à cet endroit-là. Donc moi, je demande, n'est-ce pas, aux uns aux autres, de regagner les box, que la police municipale y veille. Et même si les box sont saturés, il y a des couloirs comme dans le marché. C'est-à-dire que ce qu'ils font en bordure, l'axe central, ils peuvent le faire à l'intérieur des couloirs, que tout le monde puisse être à l'intérieur du marché. Ça amènera maintenant les clients qui viennent de les suivre là-bas. Pourquoi en fait il y a embouteillage? Parce que lorsque les clients arrivent, ils trouvent déjà les commerçants en bordure de route. Ils ne font plus l'effort de rentrer. Ils s'arrêtent aussi là, on se met à marchander et automatiquement ça crée des bouchons. Automatiquement survient le désordre. Donc je crois que lorsque les policiers, dans leur large majorité, dans tous les quartiers, dans tous les marchés, c'est pas que là, j'ai suivi la scène un jour au marché d'Etoudi, viennent, n'est-ce pas, piétiner cette marchandise, ils ne le font pas violemment. C'est-à-dire que la voiture évolue progressivement. Histoire de dire à ceux qui arrivent... Ils écrasent, mais pas violemment. Non, ils écrasent, mais pas avec violence. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, ils klaxonnent. Oui. Une façon de vous dire qu'ils sont en train d'arriver. Et je vois généralement les dames et les messieurs qui ramassent leurs marchandises, n'est-ce pas? Mais le drame, c'est qu'après le passage du véhicule, les mêmes reviennent s'asseoir à ces endroits-là. Donc, je crois qu'il y avait un manque de suivi au niveau du traitement de cet état de choses. Maintenant, donc, que la police municipale est là, qu'elle est reconnue de tous, qu'elle fasse effectivement son travail. Vous n'allez quand même pas demander au ministre du Commerce de descendre et tout dit pour aller mettre de l'ordre ou de venir me colmer. Non, ce n'est pas son rôle. Parce que lorsqu'on parle, on dit qu'il faut que les pouvoirs publics, je crois que les pouvoirs publics ont des relais. Que les maires d'arrondissement, que la police municipale, que les commissariats d'arrondissement et leurs éléments fassent le travail qui leur incombe. D'accord. Le point d'assise, un marché comme Mokolo qui génère beaucoup de revenus, il faut non seulement construire ce marché, trouver aussi beaucoup d'espace, parce que c'est aussi un problème d'espace qui pousse parfois des personnes qui n'ont pas assez de moyens à étaler leurs marchandises sur la voie publique. Maintenant, les boutiques coûtent trop cher et tout ceci. Maintenant, il y a le président de la région, il y a le maire, il y a le conseil régional, il y a les conseillers municipaux. Bon, il va falloir qu'ils s'entendent pour trouver beaucoup de marchés, non? Je leur de bon vent. Mais il faut être clair. Quand Mme Dikoumé me parle, parfois j'ai des soucis. Et là, je me demande si... enfin, je ne veux pas que c'était Mme Dikoumé, mais je dis clairement, disons-le clairement, le marché de Mokolo génère beaucoup d'argent. Oui. Attends, cet argent qui est généré, beaucoup, comme je le dis, ce n'est pas forcément dans les boutiques de manière classique. Cela génère l'argent de manière informelle. Ça veut dire ceux qui vendent en bordure de route, ceux qui tiennent à gauche ou à droite. J'ai invoqué le fait tout à l'heure. Le maire de Yaoundé 2 a ici eu tous les problèmes du monde pour entrer dans le marché de Mokolo. Il voulait mettre l'œil sur l'autre là. Tu ne peux pas le dire même. Dans les choses informelles, peut-être c'est ça. Oui. Il voulait regarder là où on regarde, là où son prédécesseur le regardait. Il a eu toutes les peines du monde. Je me demande s'il est même entré totalement. Il faut le dire au moins. Au marché de Mokolo, au 8e, non loin d'ici, ça n'a pas été facile. Pour qu'il arrive à continuer, il a fallu qu'il revise les prix à la baisse pour pousser les... Attends, Serge, le problème, le problème de ces jeunes gens, des femmes qui vendent à bordure de route, pose un problème de la précarité de la vie au Cameroun. Oui, c'est ça. Parfois, les autorités sont obligées de laisser passer. De laisser. Parce que les gens n'ont rien à manger. Parce que se dit, mais attends, la maman là qui vend, ben oui, il va rentrer à la maison, faire quoi? Voici la problématique. Mais on ne peut pas faire les autres sans casser les œufs. Ça, c'est un fait. Donc, voici, ça veut dire ce que... Là, je fais Mme Dikoumé, ça veut dire que nous vivons dans une précarité reconnue qui commence déjà à montrer ses ailes à l'extérieur du pays. Ce phénomène, nous sommes entrés dans une canne, dans le chan qui se joue au Cameroun, on aurait pu assainir ces choses avant que les étrangers n'arrivent chez nous. Bon, j'imagine que certainement on les contente, on les dans les hôtels pour qu'ils ne se promènent pas trop. Non, ça veut dire, mais c'est pour qu'ils ne se c'est facile de les contrôler même en pour qu'ils ne viennent pas voir comment nos marchés sont gérés.
Parce que ça, c'est la vitrine. Quand dans un pays, tu veux savoir comment vit ce pays, prends les taxis, tu vois ce qui se passe. Va au marché. Va au marché. Tu as tout. Mais chez nous, c'est le capharnaüm. Tu rentres dans un taxi, le chauffeur va t'insulter. Attendez, madame, du coup, mais quand vous allez au marché, vous ne faites pas, vous qui vous ne faites pas le marché au marché Bokolo, vous allez dans les supermarchés. Ah ben comment vous le savez, monsieur Dassi? Mais elle est dans une classe privilégiée. Oh là là. Nous autres qui nous faisons qui tirons, enfin j'allais dire des choses qui ne tiennent pas sur ce donc vous allez nous qui souvent sommes là-bas, sur le marché du Mokolo, en train de se battre pour ne pas être bossés à gauche et à droite. Mais vous ne comprenez pas de ça, madame. C'est un marché, les Camerounais sont dans leur immense majorité dans ces lieux-là. Et ce qu'on vous demande, ce n'est pas que les gens soient en bordure de route. On peut trouver, c'est-à-dire l'argent qui entre dans la poche des individus peuvent entrer dans la poche des autorités qui pensent l'avenir commun. Pas des individus qui faire pousser des immeubles. Qui développent d'autres centres commerciaux où on peut... Justement. Où d'autres personnes peuvent aussi aller vendre là-bas. Et les amis de madame Boudikoum, ils savent. Et elle sait que ses amis savent que c'est elle qui prend l'argent, c'est tel autre qui prend. Et c'est ça qu'on décrit. On est passé à 2 doigts au marché de Mokolo d'un soulèvement en général. Il a fallu des hommes qui sont descendus de manière... Voilà, parce que les gens en avaient le ras-le-bol des raquettes au quotidien. Donc voilà le problème. Notre situation, je veux dire que la crise de... la dévaluation de la crise nous a plongé loin. Hein. Vous entendez parler de plan on parle de point d'achèvement. Ce n'est pas des 20 mots. Nous venons de très loin dans la descente aux enfers avec ces deux phénomènes qui nous ont plombé la vie de ce pays. Donc maintenant que nous sommes en train de sortir pour arriver dans une situation de normalité, il faut qu'on mette des hommes et des femmes à la place qu'il faut. Je suis d'accord avec elle lorsqu'elle parle d'enquête de moralité. Les gens pensent plus à eux qu'à la communauté. Et je crois que le président lui-même l'a dit, que nous sommes un peu d'égoïstes. Je crois qu'il a d'individualistes, ce qu'il a dit, individualiste. Les gens ne pensent qu'à eux, on ne pense pas intérêt général. Donc, ce qui est arrivé à Mokolo, on déplore la perte de cette vie. Mais il faudrait que nos autorités s'appuient sur cela comme un mobile pour réglementer davantage les choses, pour sortir la police du marché, pour donner plus de place aux maires de gérer le marché, donner des moyens qui gèrent le marché. Parce que il faudrait qu'on commence à... Je suis allé à Fumban où j'ai vu Thomas Damjoua qui avait une police municipale. Ce n'est pas contre les mœurs, mais avec une tenue distinctive. Vous voyez qu'ils sont en train de... C'est en train d'entrer dans les mœurs, hein. Ça veut dire que c'est la police municipale qui a une tenue pratiquement différente. Mais elle est en train d'entrer dans les mœurs avec la décentralisation. Et c'est bien. Qui n'a rien à voir avec la tenue de la police nationale que nous connaissons. Donc c'est une éducation, il faut y aller et faire moins de cas qu'on ne voit pas les cas qu'on vient d'avoir là avec des pertes en vie humaine. Qu'on aille doucement en expliquant à la population quand vous êtes là, c'est la vitrine de la ville que vous êtes en train de dégrader à l'extérieur. Il faut faire participer les gens. On ne peut pas dire quitte, on va te tuer. Mais vous voulez qu'il aille manger quoi? La main qui vient de vous donner, elle vient vendre son plantain là, vous l'écrasez là en bordure de roue, vous pensez qu'elle va faire comment? Dites-moi son mal qu'elle a fait. En quittant le son Nokola pour venir, dites-moi où est sa faute. Elle vient voir son plantain qu'elle a cultivé, sans aide de personne. Elle vient vous écraser son plantain. Et vous voulez qu'elle soit contente? Il faut l'éduquer, il faut lui dire, de manière, comme j'entends le thème de Mme Dikoumé, sensibiliser. Voilà où on veut arriver. Voici comment on veut faire la ville. Et vous avez besoin de faire cela. Elle n'est pas allée faire le droit du l'humanisme avec voir l'université. Et c'est à nous. Oui, il faut l'éduquer. Elle est partie de la société. On ne va pas venir l'écraser ou bien la tuer parce qu'elle n'a pas pris votre droit. Je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être maintenant on va parler de cette affaire des chefs traditionnels de l'Ouest. Avant de donner la parole à nos invités, on va écouter un extrait du ministre de l'administration territoriale qui a tenu une réunion houleuse avec les chefs traditionnels à Bafoussam lors de sa tournée. On écoute le ministre Atangandi. Le mémorandum signé par les chefs traditionnels, ils étaient 7 ou 8, est la copie conforme d'un projet politique, d'un leader politique original de la région de l'Ouest. Deuxièmement, ce mémorandum avait l'allure de donner des leçons à la première institution de la République. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle,
que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche qui, à mon avis, est une démarche anti-républicaine. Et je veux me faire bien comprendre. Il n'est pas interdit de faire des suggestions. Il n'est même pas interdit de critiquer. Puisque la démocratie, c'est ça le sens même de la démocratie, voulu par le chef de l'État. Et la logique derrière la décentralisation, c'est quoi? C'est permettre à la base de participer effectivement, n'est-ce pas, à la construction de notre destin commun. Et Dieu seul sait l'étendue des pouvoirs des chefs traditionnels. Vous avez des sujets, vous avez des gens, vous avez des cultures. Il n'y a pas que la politique. On peut promouvoir la culture, on peut promouvoir l'agriculture. Quand les politiciens viennent vous déranger, dites-leur que donnez-moi un projet de développement, donnez-moi un projet de culture. C'est ça qui va permettre à notre pays de vivre. C'est ça qui va permettre à moi, le chef, de nourrir ma population. C'est ça qui est important. La politique, parfois, c'est la distraction. Donc, vraiment, je voudrais vous dire, Majesté, Dieu seul sait l'attention que j'accorde au chef traditionnel. On m'appelle Nji. Quand un Nji, c'est aussi un chef. Donc, je connais la tradition. Et je sais que vous connaissez aussi la tradition. Et le chef d'État, son excellence, on bien connaît la tradition. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y avait un contentieux où les gens demandent de perturber les chefs traditionnels, la réponse du chef d'État c'est non. Permettez aux chefs de garder l'emprise sur les populations. C'est aussi ça le développement. En fait, La politique pour les chefs, c'est de la distraction, dit Monsieur le ministre. C'est le mot que le ministre utilise, c'est de la distraction. Je peux même m'aligner dans une certaine mesure, pour la simple raison qu'on a jeté un peu trop d'huile sur le feu par rapport à cette histoire. Revenant sur le chef traditionnel, Sa Majesté Sokounjou. On va parler de lui tout à l'heure. Oui, je voudrais dire... D'abord, le mémorandum de chef dans le cadre global. Oui. Et comme c'est lui en fait qui fait les chokras, je voudrais dire à la suite du ministre que les chefs traditionnels sont des personnalités. Au-delà de cela, ce sont des personnes qui méritent respect. Et parce qu'elles méritent respect, en tant qu'auxiliaire d'administration aussi, elles peuvent faire la critique. Mais ce qu'on n'a pas admis, c'est le fait qu'elles aient adressé une lettre qui sortait des canons de la diplomatie coutumière. Donc quand on veut s'adresser au chef de l'État, il y a des façons de le faire. En démocratie, on veut que chacun puisse dire ce qu'il pense. Alors quand il revient sur le mot de distraction en politique, je ne veux pas, peut-être qu'il a ses raisons à lui, mais moi je voudrais revenir sur une autre. C'est pour ça que je parle un peu du chef Sokounjou avant le temps. Parce que sur sa page officielle à laquelle moi j'ai eu accéder, il y a un jeune homme, non, c'est l'un des chefs que j'ai souvent le plus adulé au Cameroun. Il y a un jeune homme qui tient sa page officielle. Et je suis écœurée et je le déplore. Qu'il veuille aujourd'hui donner à cette page les connotations de l'activiste politique qu'il est. Qu'il laisse le roi à sa place. Vous savez, nos rois, pour la plupart, n'ont pas été à l'école occidentale. Et les Occidentaux sont venus nous immerger dans une certaine situation de démocratie, de constitution, de ci, de ça, qui ne relève pas, n'est-ce pas, du mode opératoire qu'on connaît au Cameroun en termes de gouvernance, en Afrique en général en termes de gouvernance. Donc, ce sont des notions qui leur échappent. Et ce sont ceux-là qui tiennent leur page, justement, activisent leur État, qui induisent nos majestés en erreur. Donc, c'est à ce niveau peut-être que le MINAT parle de distraction. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend un peu des chefs coutumiers? La décentralisation à pied d'œuvre. L'heure n'est même plus à la blague. C'est d'eux que nous attendons la plus grande impulsion parce que mieux que les chefs de terre, ils maîtrisent la population. Maintenant que l'administration s'est rapprochée des administrés, c'est à eux aujourd'hui, pendant, ça dit que des concertations élargies, à amener les jeunes, les intellectuels de chez eux qui ne font rien, et donner un appui, leur caution morale, auprès, n'est-ce pas, des maires qui ont été votés par les maires et par les conseillers municipaux. Parce que nous craignons une chose, c'est qu'il y ait la distraction au niveau de ces projets. Et moi, je crois que si ces chefs coutumiers prennent sur eux déjà d'avoir un regard aiguisé là-dessus, ce qu'on a nommé prendront la peine de se mettre dans les rangs, de se tenir comme il se doit et de pouvoir, n'est-ce pas, prendre en compte les doléances de la jeunesse en termes de projet. Donc c'est pour ça que peut-être le MINAT est en train de leur demander
de dire à ceux qui viennent, leur proposer sur leur susurrer des choses, de leur apporter des réels projets dans le cadre du développement, de ne pas se laisser distraire par la politique politicienne qui en fait davantage personne. Répondre là-dessus. Mais le ministre dit que cette lettre avait des rapprochements clairs avec un leader politique originaire de la région de l'Ouest. Vous êtes d'accord avec lui? Et je ne peux pas savoir. Que les chefs ont écrit, peut-être les chefs étaient manipulés par un parti politique. Je suis embarrassé. Moi, je ne peux pas le dire parce que je ne vois pas de preuves que c'est tel ou tel leader. Il dit qu'après exercice minutieux de ses services, dans les conclusions qu'il tire. Ça aurait été mieux si nous avait dit c'était le parti et on aurait pu aller vers ce parti-là demander est-ce que vous avez écrit ou manipulé ou les chefs traditionnels. Bien évidemment qu'il dirait non, M. Dassi. Je n'en sais rien, mais je confonds les faits. Non, c'est ce que donc ça veut dire, si vous dites non, je ne peux pas dire non. Parce que s'il pouvait s'agiter directement, il le ferait sans passer par la manipulation. Ça veut dire que je ne peux pas donc dire que le ministre dit vrai et dire que l'autre aussi. Non, ça veut dire que là maintenant, je n'accorde pas de foi tant qu'il n'y a pas de fait avéré. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Par contre, Christian, si tu vas me le permettre, pour moi, lorsqu'on parle de chef traditionnel, moi je viens de l'Ouest où la notion de chefferie est ancrée. Quand on parle de chef traditionnel, on voit trois choses. On se comprend, n'est-ce pas? Très bien. La première chose, c'est que le chef traditionnel, comme dit le décret de 77, c'est un auxiliaire de l'administration. Ça veut dire que c'est un intermédiaire entre l'administration et le peuple sur lequel le pouvoir du chef traditionnel s'exerce. Ceci étant, on dit bien l'administration ne veut pas dire l'État forcément. Ça veut dire que le pouvoir de l'autorité administrative, etc., quand il veut facilement avoir un ancrage sur la population, il passe par le chef traditionnel qui, dans un pan de sa vie en tant que chef, est auxiliaire. Le deuxième pan ne veut pas dire que le chef est seulement auxiliaire de l'administration. Ce serait galvauder ce que ce sont ceux vénérables qui sont dans nos différents villages. Le chef traditionnel, en deuxième lieu, on l'appelle le gardien de la tradition. Mais c'est un mot même péjoratif. Gardien, c'est un mot faible. Quand on dit gardien, ça veut dire que c'est lui qui détient le pouvoir immatériel de la contrée. Immatériel. Ça veut dire un pouvoir qui échappe d'office au contrôle de l'autorité administrative. Je dis bien qu'il échappe à son contrôle. Et si vous voulez y accéder, il faudrait qu'il précède, qu'il passe par un temps d'apprentissage, ou bien par initiation, je ne sais pas trop bien comment ça se passe, pour avoir accès à la connaissance. Mais c'est à la réalisation de nous proposer les journaux qui ont traité de ces sujets en semaine. On est au kiosque. Donc c'est pour dire donc que Christian, comme je le dis, ça veut dire que le chef traditionnel, non seulement il est auxiliaire, mais en même temps il détient d'un pouvoir, d'un souffle, que l'autorité ne peut pas maîtriser. En troisième lieu, je dis qu'il est citoyen, comme tout le monde. Et en tant que citoyen lambda, il a la possibilité, il joue de ses droits civiques et politiques. Il peut être comme toi et moi, les Camerounais lambda, comme nous sommes sur ce plateau, peut-être en dehors de Madame Dikoumé, peut marcher librement dans la rue, sans que quelqu'un se trouve à redire. Comment ne pas être comme Madame Dikoumé? Elle aussi, elle marche librement dans la rue. Non, Madame Dikoumé, c'est le pouvoir. Non, c'est pas avec respect que je dis ça. Donc, ça veut dire que c'est avec respect. Je vois ce que je veux dire. Donc maintenant que lorsque le MINAD s'adresse au chef traditionnel de l'Ouest dans ce cadre-là, il faut se demander à qui parle. Il parle à l'auxiliaire de l'administration. Non, il lui dit qu'il y a les champs là-bas au village. Non, attends, Christian. Non, pardon. Contenons-nous. Nous ne faisons pas le désordre. Il est en train de s'adresser sur deux aspects. Il parle aux responsables, il parle à l'auxiliaire de l'administration. Oui. Et la loi lui confère ce pouvoir-là. Il dit que je suis votre tutelle. Oui, ça c'est auxiliaire. Donc. Et un chef traditionnel à l'Ouest ou ailleurs peut perdre ce statut, cette partie-là d'auxiliaire de l'administration, et ça ne l'empêche pas qu'il soit roi, qu'il soit chef. On a destitué un chef dans le Fundi. Vous pensez qu'il s'est levé? Majesté Bilo. Il s'est levé de son trône. Bon, peut-être on attend son successeur. Je vous ai posé une question simple. Est-ce qu'il s'est levé de Il son est toujours là-bas. Alors, ça veut dire que les 50 000 francs qu'on lui donne à la fin du mois, je ne sais pas combien, la signature, il n'y a plus. Mais ça n'enlève en rien les prérogatives de chef traditionnel. Vous savez, dans les coutumes, dans les régions fortes, lorsque tu deviens chef traditionnel, il y a des dons, vous comprenez, des implants, des choses qu'on inocule en chef traditionnel qui ne peuvent partir qu'à sa mort. Ça veut dire quoi?
On ne peut les administrer à quelqu'un d'autre qu'après la mort de celui à qui on a administré, comme chef traditionnel. Donc de ce fait, on ne destitue pas un chef. Mais un chef s'en va. Vous comprenez? Ça, c'est notion. Dans notre tradition, mais le ministre l'a dit, le Milenji, c'est un chef traditionnel, il l'a dit. On ne destitue pas un chef traditionnel. C'est une aberration dans le langage africain d'entendre qu'on a destitué un chef. Ça, c'est la pratique dans la période coloniale, où le colon est venu parce qu'il voulait avoir la main mise sur la population. On a destitué les chefs dans les villages, dans les contrées, où c'était faux, ça ne se fait pas. Un chef traditionnel ne se trompe pas, Christian. Vous comprenez? C'est l'âme du peuple. On lui a conféré des pouvoirs. Et puis, je vais plus loin. Et dans notre administration, il y a des chefs traditionnels. Dans notre régime, je te profite pour te souffler ça à l'oreille. Ce n'est pas une confidence que je suis en train de faire, mais trahir un secret. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un chef traditionnel. En tout cas, je n'ai pas fermé les micros. Ah, madame, oui, mais bien entendu. Le président du Conseil économique et social, c'est un chef traditionnel. Ah oui? Vous comprenez ça? Il y a encore qui joue. Le vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, c'est un ami. Oui. Le ministre, le ministre de l'enseignement supérieur, c'est un chef traditionnel. Le président de la République est nous qui demande. Mais voilà. Donc maintenant. Mais comment il veut les empêcher de faire la politique? Pourquoi? Non, attends. Je crois que une chose dérangeait le ministre quand il est parti à l'Ouest. C'est celui qui a demandé, la personne, la main qui a rédigé la lettre pour donner au chef. Bon, je ne sais pas si les chefs ne sont pas capables d'écrire. Vous connaissez ceux qui ont rédigé ça? C'est lui qui a dit qu'il y a nous. C'est l'autre qui a rédigé, non? C'est moi qui le dis, c'est pas lui. Donc ça veut dire que lorsque le ministre Atanga voulait dire il ne faut pas qu'on vous manipule. Mais est-ce que les chefs religieux sont si naïfs que ça? Facilement manipulables comme ça. Le ministre Atanga du Nord-Ouest, est-ce qu'il pense que les choses sont si manipulables que ça? Que les fonds là, on peut les manipuler comme ça? Pour un poignet de ces fonds, on va les manipuler que ça. Ils disent ce qu'ils pensent. Christian, regarde. Je suis allé dans le Noun la semaine dernière. Quand vous voyez le sultan Ibrahim Bombo-Joya assis dans sa tribune. Ah oui. Vous comprenez? Imposé comme d'habitude. Hein? Mais attendez. Mais ça fait rire, mais c'est la réalité. Ça veut dire Il est toujours imposant. Non, autour de lui, il y a la cour. La cour, il y avait tout sa cour. Il a ce que vous faites, il est là avec sa cour. Mais je me demande, j'ai l'impression, Christian, et là j'ai l'impression que dans ce pays, le problème de fond, c'est la coloration politique. Bon, je vais demander à Mme Dikoumé tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez voir que les chefs qui ont les problèmes avec l'administration, c'est les chefs. C'est les opposants? C'est des opposants. Oh, ça veut dire quand tu es dans les rangs de Mme Dikoumé et ses camarades. Tu ne dois pas faire les champs. Tu peux être sénateur. Non, tout ce que tu peux critiquer, ça passe, non? Vous avez suivi ce que le sultan Mamoudjo a dit au grand dialogue, à l'entrée? Mais il a dit des choses dures et solides. Que vous avez demandé que, mais il était lucide et libre de le dire. Il est arrivé à un certain domaine. Voilà un chef traditionnel. Vous comprenez? Et il le disait. Mais ça n'a pas créé grand-chose. Mais il suffit qu'un secours reste dans le Bamendjou là-bas et dit un mot. Le préfet de Haut-Plateau, Abraham, s'étrangle. Il y a un peine Ousmane. Il s'étrangle. Le combat, on va parler de ça tout à l'heure. Mais attends, pourquoi Non, on va parler à Mme Dikoumé. Oui, je reviens à vous, Mme Dikoumé. Est-ce que ce n'est pas le politique et principalement l'État du Cameroun qui a induit les chefs en erreur? C'est-à-dire qu'en faisant des auxiliaires de l'administration, en incluant les chefs dans la politique, certains sont parfois, pendant la campagne électorale, les présidents de commission de campagne. Comment est-ce que son sujet au village aura du respect pour lui? Est-ce que ce n'est pas le politique qui a induit les chefs en erreur? Je ne pense pas. Je voudrais même qu'on essaie de dissocier les deux fonctions. Vous savez, on est chef traditionnel. La plus haute fonction du chef traditionnel, c'est celui de garant de la tradition. Nous avons deux types de sociétés en Afrique et au Cameroun en particulier. Nous avons des sociétés fortement hiérarchisées à la tête desquelles vous trouvez des rois, comme nous en avons encore dans l'Ouest et dans le Septentrion. Nous avons des sociétés lignagères, un peu comme dans le centre-sud, dans le centre-sud et l'Est, où les populations, bien qu'autonomes, évoluent de façon libre, ils ne sont pas astreints à certaines choses. Alors, quand le chef, le ministre de l'administration territoriale demande au chef un peu de laisser la politique politicienne, moi, je voudrais parler de politique autrement. Déjà, faire la politique, c'est quoi? C'est gérer les affaires de la cité. Mais je crois qu'il voudrait leur demander un peu d'avoir la pédale douce par rapport au positionnement politique.
Ce sont des humains, oui. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, c'est les garants de la tradition. Ils ont sous eux beaucoup d'administrés. Et à l'entame de mon propos ici, je vous ai dit que même les chefs de terre ne maîtrisent pas, c'est-à-dire que le rôle de la population. C'est en cela que moi, j'ai tancé les chefs coutumiers des diplomates en estimant que la lettre qu'ils ont envoyée, et que je crois qu'ils ont failli à certains canons diplomatiques lorsqu'ils écrivaient, parce que lorsqu'ils écrivent, ils véhiculent la pensée de qui? Du peuple. Ce n'est pas d'abord pour eux-mêmes, c'est par rapport à nous peut-être qui crions et qui nous plaignons. Et c'est à ce moment que j'ai estimé que je crois que quelque part, ils ont été peut-être réduits en erreur par rapport à ceux de leurs fils qui écrivent mieux le français et l'anglais. Donc maintenant, estimer qu'on a tronqué cette situation, je crois que oui, n'ayons pas peur de le dire. Dans cette histoire où on trouve les chefs coutumiers dans les administrations, nous savons que lorsque vous êtes garant de la tradition, vous avez une case sacrée au village où vous êtes tenu de garder, n'est-ce pas, le peuple. Et c'est empreint de beaucoup de mystique et de mysticisme. Il a dit que le commun des mortels n'a pas accès à ce que vous faites. Moi, par exemple, lorsque j'arrive dans le littoral et que peut-être il y a le Ngondo, la case sacrée, ou alors je vais encore du côté de chez ma grand-mère où on célèbre le Mbo, il y a des endroits, il y a des périmètres que je ne traverse pas. Je ne traverse pas ces périmètres parce que je ne suis pas initié, je n'y ai pas accès. Donc j'attends comme tout le monde le message que la calebasse apporte et que les initiés nous disent voilà ce que les ancêtres ont eu à dire. Donc je ne m'en tiens qu'à cela. Mais lorsque nous voyons ces mêmes personnes assises derrière des bureaux bétonnés, quand nous savons que la plupart du temps, ces maisons-là, où on garde les choses de la tradition, sont faites de matériaux locaux et souvent de façon provisoire. On renouvelle sur les saisons et avec des rites. Je me demande très bien comment eux ils concilient ce travail au sein de l'administration, dans leur bureau, et ce qui doit se faire au village, il faut garder ici. Est-ce que quand ils viennent ici, ils viennent avec ces fétiches? Est-ce que cette canne, ce bâton de commandement qu'on leur donne au village, ils viennent avec ça, ou bien ils laissent ça là-bas? Ils viennent d'abord servir l'administration, ils dissocient. Servir la politique, il faut dire. Quand ils retournent, non, tout le monde n'est pas dans la politique, ils sont nombreux à être là comme ça. Il y a même des opérateurs économiques qui sont chefs coutumiers. Et après, est-ce qu'ils rentrent maintenant encore au village, prendre le bâton de commandement lorsqu'ils sont là-bas pour gérer les choses locales? Je me pose très bien la question. Mais je crois quand même, et je pourrais ajouter quelque chose là-dessus, qui est un Lamido que je connais très bien. Je ne vais peut-être pas citer son nom sur le plateau. Chez lui, la société elle est hiérarchisée. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces populations? Là-bas, les gens cultivent des champs parce que le Lamido est le propriétaire de toutes les terres. Donc, il redistribue les terres, n'est-ce pas, à ses administrés. Vous cultivez et chacun a obligation de venir reverser le 10e de ses cultures. Donc, chacun verse un tribut au Lamida, histoire de faire fonctionner, n'est-ce pas, la chefferie. Et souvent, il arrive que pendant les famines, qu'on puise encore dans les greniers là pour redistribuer aux populations, même au niveau des semences. Donc, je crois que quand il a dit allez mettre en place, n'est-ce pas, des activités agricoles, c'est, n'est-ce pas, pour assurer le rayonnement local des populations qui embrassent les langues même de la décentralisation. Dans ce Lamida que j'ai donc eu à visiter, on a des ministres parmi les notabilités. Il y en a même des relations extérieures qui coopèrent avec l'extérieur. Je suis arrivé une fois où ils avaient des invités venus du Nigeria, où ils ont échangé. Et au niveau même de la race bovine, ils ont eu à faire des échanges, histoire de mieux alimenter le cheptel bovin, n'est-ce pas, de notre Lamido. Donc les Lamidas se portent très bien. Et je crois, ce n'est pas pour dire qu'à l'ouest ça ne se passe pas ainsi, à l'ouest ça se passe, il y a des greniers. Et comme je faisais la différence tout à l'heure. Peut-être c'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière, n'est-ce pas, de développer nos chefferies traditionnelles et de préserver nos cultures. Regardez au centre, sud et l'est, là où il n'y a pas de grenier. Les sociétés, ça dit qu'ouvertes là où les gens n'ont pas la notion du grenier, il se passe quoi concrètement? Il y a un laisser-aller. Lorsque les familles nous frappent, c'est d'abord là-bas qu'on ressent ça. Parce que vous voyez, le grenier, c'est une banque. Non, on ne sort pas. C'est une banque qui permet, n'est-ce pas, à la population de s'auto-gérer. Et quand il n'y en a pas sacré problème, je crois que le ministre Atangandi leur reconnaît cette qualité-là. C'est-à-dire que de bons gestionnaires, avec leur banque agricole, il leur reconnaît cette capacité de bons politiciens, disons pas de bons politiciens en matière locale qui savent, n'est-ce pas, rassembler et gérer les affaires locales. Il les y invite. Et je crois que ce sera une aide efficiente pour la décentralisation qui a effectivement pris pied. D'accord. Sommes-nous en train de fragiliser nos chefferies traditionnelles et notre culture? Bon, s'il faut comprendre ce que Mme Nikou me dit, ça veut dire que le ministre est venu avec des enveloppes sur la table. Comment ça? Pour la création des champs de plantations. Je veux comprendre. Attendez un peu, les champs de tomates, de haricots verts et tout ce qui est à l'ouest. Est-ce que c'est l'administration? On va être lucide. Nous savons très bien. Nous savons que l'ouest est le grenier. Non, on n'a pas dit ça. C'est pas de ça qu'on parle. Je veux comprendre. Je suis dans la logique de ce que vous dites, Mme Dikoumé. Ça veut dire donc que le ministre est venu à l'ouest, il a réuni la chef, il leur a demandé
de faire la terre, ça veut dire qu'il est venu avec de l'enveloppe. Je vais comprendre. Et ça, pour faire la terre, il faut de l'enveloppe. Son culture, les mains vides. Il faut des tracteurs, il faut ce là. Est-ce que ces chefs le font déjà à leur activité? Donc pourquoi leur dire non? Non, parce que justement, il y a comme l'impression qu'on est en train de délaisser cette petite... Mais puis s'ils le font, donc ils font des initiatives ils n'ont pas abandonné. On n'a pas vu les chambres qui viendraient semer la zizanie. Ne perdez pas le fait que l'Ouest joue, n'est-ce pas, avec les régions en déstabilisation croissante. On rappelle en vos rappels, nous n'avons pas la sensibilisation tout à l'heure. Peut-être c'est une manière pour la d'aller peut-être, vous avez peut-être, vous avez énoncé. Quand vous avez dit peut-être, bon, ça peut passer. Mais je suis en train de dire ceci. À l'Ouest, le problème de fond, un chef comme on m'a parlé, Soukoudou, c'est un grand agriculteur à l'Ouest. La majorité des chefs d'ailleurs. Non, je pense ils ont de grandes plantations. Non, c'est un grand agriculteur. Et les agriculteurs ne demandent pas qu'un de devenir agriculteur. On demande un homme de respirer. C'est naturel, avec les conditions que cela implique. Donc, moi je dis et je répète, Christian, j'ai l'impression, il y a une main derrière, certainement, qui, le pouvoir ou l'administration pense qu'il y a une main qui manipule les chefs de l'Ouest. Vous comprenez? Ça veut dire une main, une intelligence que le pouvoir ne contrôle pas, qui est en train de pousser les chefs vers une direction que le pouvoir semble ne pas trop apprécier. C'est là, quand vous avez lu la lettre des chefs traditionnels la première fois que cela était sorti, vous avez vu qu'elle était très corsée quand même. Les chefs ont pris une certaine liberté. Et je pense que cette liberté... Vous parlez de la Constitution, du code électoral, de la crise anglophone. Qui avait des revendications qui n'étaient pas loin, éloignées de ce que dit souvent le MRC. Quand vous l'avez lu, vous pouvez penser comme ça. Donc, je pense que c'est ça qui Ce que le ministre disait... Oui, je pense que, contrairement à ce que Mme Dikoumé ne veut pas dire, c'est ça qui a amené le ministre à l'Ouest. Vous dites que cette affaire de votre lettre de déput de l'indépendance, c'est pas oublié. Vous avez même écrit une lettre irrévérencieuse, demandant au chef d'État de faire ceci ou ça, mais je sais que ce n'est pas vous. C'est quelqu'un qui vient d'ici, qui a écrit, vous a demandé de donner au chef d'État. Voici le message du jour qu'il faut dire clairement et simplement. Bon, est-ce qu'en faisant ça, est-ce que le ministre en faisant ça est dans son rôle? Oui, il est le patron administratif de ces chefs-là. Il est dans son rôle. Mais la question maintenant, est-ce que cela produit du fruit? Tu dis qu'on va en parler, mais on est obligé de rebondir sur... Non, je vous demandais, est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser la chevalerie traditionnelle et notre culture et tradition? Mais c'est une constante. On est à l'heure de la décentralisation. On a inclus les chefs dans les conseils régionaux. Christian, c'est une constante fragilisation depuis le contact du blanc et le monde noir. Que les chefs traditionnels sont fragilisés au jour le jour. C'est la prolongation de la colonisation. Bien entendu que c'est dans la gestion du pouvoir, le pouvoir central doit vouloir que les chefs traditionnels soient fragilisés, qu'ils ne soient pas des contre-pouvoirs. Et dans la culture anglo-saxonne, surtout que le chef n'est pas fait pour être contre-pouvoir. Ça, c'est le pouvoir jacobin. On ne supporte pas ça. Dans le jacobinisme, on ne peut pas s'accommoder aux chefs qui sont la contre-pouvoir. Lorsqu'on a dit qu'il y a la House of Chiefs dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez qu'un chef, un ministre va venir là-bas et parler. Nous, notre ici, c'est un géomètre. On va dire que mais lui, il vient faire quoi ici? Même si c'est le représentant de l'État, bon, je comprends ça. Donc, c'est pour dire que le ministre Atangadi est dans son rôle par rapport au pôle de menace au pouvoir de l'État. Il se dit que, mais il est venu dire au chef, est-ce que nous sommes encore ensemble? Parce que la lettre que j'ai lue là, vous que j'avais lu là. C'est comme si. C'est comme si, merci de me donner l'expression, vous n'êtes plus dans la même maison avec moi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? N'oubliez pas que... Il a dit que le carton jaune que je devais vous donner, j'ai remis ça dans la poche. Oui, c'est pour dire quoi? Je vous avertis. Si ça se répète... Le carton jaune va rester debout. Je n'en sais rien. Je n'ai plus le carton jaune dans la poche. Donc voici, je traduis ça en langage facile, la posture du ministre Atangadi, qui leur dit, moi-même je suis avec vous. Je suis chef. Je connais la tradition. Ne pensez pas que... Et le président Nongui, lui aussi connaît la tradition. Il fait ce qu'il est en train de lui dire. Oui. Bon, maintenant, Christian, cela dit, et parce qu'il faut voir cela de manière simpliste, et en même temps, il faut revoir. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux. C'est un couteau à double tranchant. Que d'un côté, dès lors que les chefs prennent une posture qui semble embarrasser le pouvoir, qu'on soit vent debout contre cette classe-là. Mais dès lors qu'elle acclame le pouvoir, vous comprenez que tout de suite là, on dit, mais voilà,
Je vais donner 2 exemples au plateau d'où je viens. Le chef Baham, il est entier dans le RDPC. Le chef Banjoun. Il est sénateur. Oui, les 2 sont sénateurs élus. Mais ils viennent, ils ne sont que ça. Comment madame, ils portent le tenue du RDPC. Est-ce que vous le saviez? Toujours. J'ai dit les chefs traditionnels. Là, mais elle le sait, non? Ils portent les chefs. Ils portent votre. Ils sont souvent en campagne ensemble. Votre parti. Chef traditionnel, leur rang, premier degré. Bon, il est avec ça. Mais bon. Ce sont des citoyens qui sont libres. Non, nous sommes d'accord. Non, on n'est pas ici pour indexer. Bon, maintenant, quand le chef Banjoul est en tenue du RDPC et que le ministre Tchonté arrive. Madeleine, le ministre, oui. Oui. Mais, madame, il y a un scandale dans notre conception des choses. Pourquoi? Vous savez où le ministre se met en avant et le ministre est derrière, et le chef est derrière. Mais ça c'est pas de la tradition, hein. C'est de la politique là. Il a laissé certainement le bâton de commandement et les écorces à la maison avant de venir en campagne électorale. C'est pas ça, monsieur Ndassi? C'est l'explication que tu me donnes ou bien? Mais je ne sais pas, je veux comprendre. Donc je suis en train de vous dire une chose, vous ne pouvez pas vous comprendre. Que sur ce terrain-là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la... Non, c'est la perception de ces sujets en ce moment-là. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'étais dans le monde, j'ai vu lorsque le ministre Bombo, le sultan Bombo est sorti. Il va avec sa cour dans un coin. Il ne se mélange pas dans ces choses-là pour conforter le pouvoir traditionnel qu'il a reçu. On ne joue pas avec. Oui. Même s'il est du RDPC, il sait raison de garder la limite des choses. Bon, maintenant, si tu viens te mettre le fils de chez toi qui est ministre et défend, et tu es derrière parce qu'elle est ministre. Bon, maintenant, je suis en train de parler de la fragilisation que tu me posais comme question au départ. C'est de ça qu'il est constant. Lorsque le blanc est arrivé ici, on a déporté les chefs partout. On a déporté, qui n'est pas d'abord la première chef qu'on a déporté, madame. On n'a pas déporté le chef Douala. Si. On l'a déporté pourquoi? Pourquoi on n'a pas déporté ton grand-père ou ton arrière-grand-mère? C'est le chef qu'on a déporté. C'est la fragilisation. C'est les gars qui détenaient le pouvoir. Et ça n'a pas terminé. Tous ces décrets qu'on vote là, c'est pour les déposséder. Et si c'était toi, si c'était moi à la place, on ferait pareillement. Tu comprends? Vous me prêtez des intentions? Non, je ne m'en fâche pas président. Ça veut dire que le pouvoir, lorsque vous êtes gestionnaire du pouvoir, vous voulez que tout se passe de manière fluide. Que tout le monde soit à votre service. Je ne vais pas aller jusqu'à dire comme cela, mais que tout soit fluide. Mais là, vous pensez qu'il y a des goulots d'étranglement, vous y allez, par des lois, par des textes, pour discipliner tout le monde. Donc voilà. Madame Dikoumé, est-ce que c'est facile de dissocier ces chefs de la politique? Le chef de la délégation permanente régionale de l'Ouest, c'est le sultan Bombo Njoya, le vice-président du Sénat et l'Amido. Beaucoup de cadres de votre parti sont des hommes politiques. Est-ce qu'on peut leur priver d'opinion politique? Non. Sinon, ce serait une entorse à la démocratie. Même si M. Dassi nous prête des mots estimant que nous sommes dans un gouvernement jacobin, je tiens déjà à lui dire non, nous ne sommes pas dans le jacobin. C'est pas pourquoi jacobin. On a dû le changer là. Je tiens à souligner ici que les chefs traditionnels se sont fragilisés eux-mêmes. Vous savez, ils auraient pu être des auxiliaires d'administration comme avant, sans accepter 10 francs de l'État. À partir du moment où vous acceptez d'être salarié, retenez que vous vous mettez sous tutelle. Fragilisation. Vous vous mettez sous tutelle, ils auraient bien pu ne pas prendre cet argent. Et tous prennent. Il y a une image que M. Dassi vient de sortir et je vais la conforter parce que pendant 2 à 3 ans, j'ai été dans le septentrion et j'ai continué de militer dans une sous-section. Et à chaque fois que nous avions un meeting, le Lamido arrivait, il ne se mettait pas avec nous. Donc il y avait déjà un emplacement où on construisait sa tente, il venait se mettre là. Le Belaka, qui est le roi des Mboum, arrivait, lui aussi avait un endroit déjà pour lui. Et les autorités administratives, les autorités politiques nous étions sous les tentes. Tout à fait. Et lorsqu'il arrivait même que les acteurs culturels entrent en scène avec des danses et tout, ils ne se levaient jamais pour aller farouter. Ce sont leurs accompagnateurs qui transportent l'enveloppe et qui viennent vous remettre ça de la part du Lamido ou du Belaka. Mais les autorités politiques, les autorités administratives pouvaient arriver à ce qu'ils ne pas de danse, donner une enveloppe et puis repartir. Il y avait déjà il y avait une différenciation entre le mode de gouvernance et le mode d'autorité que nous avions en place. Vous savez, lorsque vous acceptez de prendre l'argent de quelqu'un, retenez que ce quelqu'un est libre de vous invectiver lorsqu'il veut.
Alors, ne pointons donc pas un doigt accusateur du côté de l'administration, estimant que le pouvoir fragilise, n'est-ce pas, le politique fragilise le pouvoir ancestral. C'est le pouvoir ancestral lui-même. Et comme disait M. Atangandi, vraiment, je suis d'accord avec lui. Quand il dit laisser la politique politicienne, allez plutôt. Bon, vous savez, il y a un problème. Attendez. Rentrer dans devenir activiste politique. On peut écrire un mémorandum. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement en place. Mais comme j'ai dit, utilisons les canons normaux pour passer notre mécontentement. Mais on peut user d'euphémismes et dire les choses gravissimes. On saura que nous sommes fâchés. Moi, je n'ai pas lu leur lettre. Je m'en tiens. Nous sommes en train de disséquer, n'est-ce pas, ce que le MINAT a eu à sortir depuis son estrade. Il était assis avec les préfets et autres, les chefs de terre. Donc, c'est pour vous dire non. On peut dire des choses gravissimes, mais en usant d'un euphémisme, d'une élégance littéraire qui nous amène même à passer à côté, n'est-ce pas, de l'invective. C'est même rien, madame. Mais attends. Alors, attendez donc. Je vous dis, quand eux-mêmes viennent rentrer en politique, vous trouvez un chef traditionnel avec le pain du RDPC, le pain de l'UNDP, le pain de l'ANDP, du SDF ou du SDF. Oui, du MSC on aussi. On peut militer, mais sans le faire de manière tonitruante. Comme je vous dis, le Lamido le faisait. C'était un militant du RDPC. Mais est-ce que ça empêchait qu'il soit assis ou il conserve le pouvoir ancestral sous toutes les formes? Et pourtant, on savait qu'il s'il est déjà venu au meeting, ça veut dire que c'est un sympathisant. Il est de ce parti. Il est de ce parti-là. Mais nous-mêmes, nous faisons des choses pas bien. Des choses qui nous, les chefs, moi, je suis chef. Des choses qui nous amènent. Non, je me mets à la place maintenant des chefs face aux politiques. Des choses qui amènent le politique à ne plus prendre en compte notre point de vue dans le meilleur des cas. Parce qu'il est inadmissible. Comme moi, je suis une fille du terroir. Je suis nommée à des hautes fonctions aujourd'hui. Quand j'arrive chez moi, je me dois de me lever, aller vers la vérité, déjà me présenter, dire à mon chef que je suis là. C'est pas le chef qui doit venir dans votre luxueuse maison vous saluer. C'est moi qui vais vers le chef. C'est mon chef. Et ce que nous, les élites, nous devons souvent faire, c'est de sortir notre chefferie de la paupérisation. Merci, madame. Notre chef traditionnel doit être véhiculé. Si je roule en VX, il doit avoir au monde Prado. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons cotiser. Il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre que nous payons à la chefferie. Et vous voyez que là où c'est bien structuré, le chef conserve toute son autorité. Exact. Rendre nos chaufferies autonomes. Rendons nos chaufferies autonomes. Je connais 2 ou 3 chefferies à l'ouest qui, là où ils sont sénateurs, je me demande, mon Dieu, quand cette affaire a commencé, on a crié aux messagers qu'il ne fallait pas mettre l'homme politique dans ses affaires. On ne nous a pas compris. Mais aujourd'hui, nous payons le prix. Et c'est donc ça, parce qu'en même temps, ils veulent rayonner au village. En même temps, ils veulent avoir une aura. Et c'est pourquoi, madame, nous disons que c'est une fragilisation. Le terme n'est pas donné pour blaguer. C'est une réalité. Où vous entrez dans un village aujourd'hui, vous vous rendez compte que le village est scindé en 2. Et sur la base de coloration politique. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être chef dans votre village, vous êtes de tel parti A, l'élite politique de l'autre côté parti B. Vous pensez que votre société va demeurer va fonctionner dans la sérénité? Je ne pense pas. Pendant les campagnes électorales, vous devenez purement des ennemis politiques. C'est-à-dire que le sujet, il a de la peine à se dire que voilà mon chef, parce qu'il se dit que c'est mon adversaire politique. Quand tu es sur le terrain, c'est à la guerre comme à la guerre. On se donne les coups. Et les chefs de classe, et dans ce moment-là, le chef traditionnel, il est fragilisé. Si vous allez dans un pays comme le Nigeria, vous allez voir que les chefs d'État font allégeance aux chefs traditionnels. Mais bien évidemment. Et c'est pourquoi vous avez soulevé quelque chose tout à l'heure. Oui, en disant que on a donné un avertissement. Vous avez souligné. Oui. J'ai volé dans la carte rouge, mais je la remets dans la poche. Donc je viens avertir. Oui. Je croyais que nous étions ensemble. Mais à vous voir faire maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a un glissement. Le nous, là, c'est le RDP, c'est ça le problème. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais vous dire une chose. Ouais. Que le chef reste apolitique. Comme quel chef? Les chefs traditionnels. Madame, non, attendez que les chefs soient apolitiques. Qu'un chef soit comme un journaliste. C'est-à-dire qu'il anime son émission. Il est là. Moi, je ne sais pas à quel parti il pose des questions. Il est très professionnel. Il pose ses questions. Vous connaissez de quel parti j'appartiens? Moi, non. Attends, je vous prends. Vous êtes panéliste là maintenant. Je suis en train de parler d'un journaliste qui anime son émission. Je ne sais à quel parti il appartient. C'est ça le professionnalisme. Le chef doit pouvoir se comporter de cette façon-là. Il est le chef de tout le monde. Mais lorsque lui-même se révèle déjà de coloration RDP6, MR6, SDF, mais attendez. Qui fait donc ça, qui est certain? C'est pas vous. Qui comment?
Qui comment? Je comprends pas quand Attendez un peu, l'ami mal. dont je vous parle est militant du RDPC. Parce que s'il assiste déjà au meeting, ça veut dire qu'il est du RDPC. Mais il arrive, il reste digne dans son coin. Cette histoire d'écrire le mémorandum, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? C'est aussi ça. C'est déjà ça la politique. D'écrire? Ils auraient bien pu, en tant que collectif des chefs de l'Ouest, demander une audience au palais. Oui, ou au palais, par exemple. Arriver, Oui, c'est possible. voir leur fils, peu importe l'âge maintenant, parce qu'ils viennent maintenant comme les garants de la tradition. De la tradition. Lui dire, bon, nous sommes venus là parce que. Après le moment où vous infantilisez déjà en écrivant une lettre, on a comme l'impression qu'il y a un fossé entre eux et vous. Le chef de l'État a souvent reçu les chefs traditionnels. Demandez une audience, allez rencontrer ces gens. C'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez être du RDPC. Vous avez parlé du sultan tout à l'heure. Il arrive, il est dans son coin. C'est le roi de Bamoun. Ça ne se limite plus qu'au roi de Bamoun. Moi-même qui suis camerounaise, j'ai fait allégeance au sultan. Pourtant, je ne suis pas Bamoun. Ce sont les derniers moricans que nous avons chez nous et nous leur devons respecter. Et je voudrais que ça commence par eux-mêmes. Oui, je suis d'accord. Que le chef se donne beaucoup de marge de respect. Vous les trouvez dans les boîtes de nuit. Et plusieurs fois, je suis arrivée dans les aussi, chefferies du Nord où j'ai rempli l'audience aujourd'hui. On me dit, mais madame, revenez demain. Le lamido ne reçoit pas aujourd'hui. Le lendemain, quand j'arrive, c'est par ordre d'arriver qu'on vous reçoit. Vous arrivez, vous êtes reçu. Vous dites pourquoi vous êtes là. Et si votre affaire concerne une commission, on vous confie à celui qui peut résoudre votre problème. Si nos chefs se comportaient comme ces rois-là, qui sont à la tête, n'est-ce pas, des chefferies, je crois qu'il y a un genre de chevauchement qu'on ne trouverait pas. Mais en même temps, ils sont au village, en même temps, ils veulent être en ville. Est-ce que vous savez qu'ils se comportaient comme ça? La plupart même de ceux qui sont à l'administration centrale aujourd'hui, qui écument les chefferies aujourd'hui, même n'iraient pas là-bas. Parce que ce serait même déjà compliqué. Or, souvent, on n'a même pas choisi quelqu'un comme chef, mais l'autorité traditionnelle s'arrange à l'introniser, à lui donner les pouvoirs qui ne sont pas siens. D'autres meurent précocement. Justement. Et là où on ne meurt pas précocement, on réalise que la société va à volo. Et Exact. c'est à ce niveau-là que les problèmes même du Cameroun commencent. Donc. Nous nous plaignons aujourd'hui du libertinage qu'il y a dans nos rues. Nous nous plaignons aujourd'hui de la démission parentale. Nous nous plaignons aujourd'hui de tout ce qu'il y a. Tout cela part de nos chefferies. Oui. Il est temps que nos patriarches, ces majestés, se reprennent au sérieux, se retiennent par rapport aux positions partisanes qui ne nous profitent même pas. J'ai dans le même sens. Il y a je me permets, Christian. Oui. Sa Majesté Makoudou Soukoudou disait qu'à l'Ouest, 90% de chefs traditionnels sont illégitimes. Sont des faux chefs. Il faut dire ça comme ça pour que les gens écoutent au quartier. Sont des faux chefs. Donc, quand il dit faux chef, C'est-à-dire qu'on a détourné le testament de celui qui est la mort. question qui détourne, voilà la question que je vous posais. Qui détourne? On détourne avec la complicité de qui? Je n'en sais rien, moi. Il faut demander à Madame Ducoué. Oh, ah bon? Moi, je n'ai jamais Non. détourné le chefferie. Non, mais on se comprend. Non, on se comprend. Non, tu comprends. C'est un problème sérieux, Christian. Comment vous pouvez dire que vous comprenez? C'est un problème sérieux. Nous sommes entrés dans une société où, depuis les indépendants, depuis le contact avec le blanc, Mais on vous a êtes quand fait- même d'accord, Madame Dikou, mais que Je le sais. chef doit imposer le respect. Le chef doit imposer le respect arrive. au village. Cela va entraîner Christian. une bonne citoyenneté, non seulement au village, mais en ville aussi. Je vais non? prendre un exemple qui nous dérange sur le plateau. Je prends le roi Soukoudou. C'est un planteur, c'est un agriculteur connu qui fait les régimes de plantain dans son village. Il est vieux comme il est à son âge, mais c'est un monsieur qui bosse. Oui. Il ne dépend de personne pour vivre. Qui me comprend? Non, il n'en a pas besoin. Les 50 000 francs ou bien combien on leur donne là, que ça arrive ou pas, ben écoutez, enlever ou ajouter, c'est toujours égal, plus ou moins égal à la même chose. Donc maintenant, le chef traditionnel qui ne fait absolument rien et attend tout de l'administration, ou bien il est chef traditionnel et vient ici dans un bureau feutré à Yaoundé travailler ou au port de Douala, je ne sais où. Il a même des patrons qui lui donnent des ordres. Justement, c'est ça que je parle. Mais vous voulez qu'on parle de quel chef traditionnel? Ça veut dire que la tradition est piétinée à ce moment-là. Mais bien entendu, Terminé. un chef traditionnel, c'est quelqu'un qui doit être indépendant d'esprit. Et chez le chef Soukoudou, il l'est. D'accord. Et moi, je tiens à ce que lorsqu'on est devenu chef traditionnel chez soi, si on a l'administration, qu'on démissionne. Si ça pouvait se faire. Qu'on démissionne. Comme j'acclamerais. Et parce que c'est inadmissible. Nous aimons souvent des petites anecdotes. Non, c'est un chef de façade. On ne l'a pas fait à soi. Il y a des choses qu'on ne lui a pas données. Ça profite donc à qui qu'on ne lui ait pas donné certaines choses.
On ne peut pas lui donner parce que, bon, comme il est légitime, la coutume ne blague pas. Si on lui donne... Ça vous profite donc à quoi de faire de lui chef? Je sais qui fait ça, madame, mais vous le savez. Moi, je dis, lorsque un chef n'est pas, par exemple, à l'ouest, n'est pas là, ou là, Camille n'est pas chef. Vous comprenez ce que je dis, non? Il y en a qui ne sont pas allés, hein, qui sont chefs traditionnels. Mais on sait qu'ils sont là comme ça pour amuser la galerie. Ils ne sont pas chefs. Ils ne sont pas dépositaires des pouvoirs traditionnels. Donc ils sont là pour... Bon, je dis comme Mme Gallet, si beaucoup au sein du RDPC pouvaient penser comme elle dit là, ce serait formidable. Oui, c'est qu'on a évolué. Non, on a évolué beaucoup. et peut-être qu'il faut généraliser au niveau de toute la nation, de notre pays, que au niveau des conseils régionaux, qui est la House of Chiefs. On peut généraliser dans toutes les régions. Nous en avons besoin pour la simple raison que le peuple africain aujourd'hui, c'est la culture qui est justement qui est dans toutes les régions, pas seulement dans les deux régions. Merci. House of Chiefs ici et là. Oui. Écoutons le roi de Bamenju, Sa Majesté Sokunju, et on revient sur son cas. Pourquoi est-ce que son cas est particulier? À tout de suite. Si je suis encore vivant, c'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi. Empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement. Et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. C'est aussi peut-être pour ce genre de déclaration qu'on le trouve parfois encombrant, qu'il dérange. Le chef est dans son droit, il est même dans son rôle. Il a dit quelque chose, il s'est adressé aux hommes politiques. Il n'a pas indexé un parti. Voilà. Il a précis, parlé des hommes politiques qui véhiculent le mensonge. Parce que pendant nos meetings de campagne, nous passons le temps à dire des choses qui n'existent pas, des choses que nous ne ferons pas, simplement parce que nous voulons être élus. Et une fois que nous avons des places, ce que nous avons promis, nous ne le faisons pas. Donc, il prend sur lui. Quand il dit mon frère, je ne sais pas à qui il s'adresse. Ça ne va pas, je ne sais pas à qui il s'adresse. Puisqu'il est chez lui au palais, il est assis sur son trône. À qui il s'adresse, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas suivi le début du discours ni la fin. Je vois simplement ce qu'il dit à l'instant. Mais je crois qu'il a dit des choses pertinentes. Et il faudrait qu'on s'en tienne à la voie de la sagesse aussi parfois. Que nous sachions nous réconcilier avec nous-mêmes. Au lieu seulement de dire, mais le chef est impertinent, mais quel est le message que le chef voudrait passer? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? C'est aussi ça la voie de la sagesse. Et c'est une chefferie qui a connu beaucoup de problèmes depuis la colonisation. C'est vrai que ce soit son père comme lui, d'après ce que l'histoire nous relate, et lui en particulier qui m'intéresse souvent, il est assez fougueux. Et je parie que son père, que je n'ai pas connu, peut-être avait la même fougue, la même verve lorsqu'il s'adressait à son auditoire, ce qui n'a pas plu à autrui. Mais je crois qu'au-delà de cette fougue-là, que nous fassions un peu attention lorsque l'intelligence parle, d'écouter
et de tirer des leçons. Frère Léopold Nassi, est-ce que Sa Majesté Soukoundjou parle trop? À l'Ouest, on dit que la parole du chef est rare. Je crois que j'ai pris la peine tout à l'heure de faire le distinguo de 3 dimensions qu'il faut voir dans un chef. Soukoundjou, le sieur, il est un citoyen, il est le dépositaire de connaissances, il est le gardien des traditions, il est ancien de l'administration. Mais je crois que c'est un homme politique engagé. C'est un homme politique. Pas son passé. Et vous savez que c'est un UPCiste de haut vol par le passé. Et ce n'est pas pour rien que forcément et uniquement le palais de Bamendjou était incendié. Il dit là, il a mangé la merde dans le bon sens, au sens propre du terme, et que ses épouses ont été violées devant lui. Ce ne sont pas des faveurs qu'on lui faisait. Il veut dire comme ça que le colon lui faisait. Certainement parce que c'était un dur à cuire. Et on voulait faire cela pour le briser. Voilà. Donc, c'est un homme qui a un vécu en tant que 60 ans comme chef traditionnel. Ce n'est pas 2 jours. 60 années, hein, comprenez, ce n'est pas 2 jours. Donc, lorsqu'il parle, il parle d'expérience et d'autorité. Et je pense que son message devait être pris comme tel. Je pense que quand il parle, je vois un certain amour du Cameroun dans ses propos. Il aime son pays. C'est pourquoi il insiste. Mais quand il dit mon frère, madame Dikoumé, je crois qu'il s'adresse à toi et à moi, mon frère, ma soeur. Comprenez que le pays là n'est pas à détruire. Et que, comme vous comprenez, il a une dent contre les hommes politiques qui ne sont pas très sérieux, qui disent des choses qu'ils ne respectent pas, et que les hommes politiques sont en train de... Les gens soutiennent leur propre parti, mais ne critiquent pas leur parti, même quand bien il y a des incohérences et des échecs, on ne le dit jamais assez. On reste à soutenir parce que c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui sommes là-bas, on va laisser passer. C'est ce qu'il décrit lorsqu'il est en train de parler. Donc pour moi, le discours qu'il tient, c'est un discours heureux, bien reçu, je le reçois moi particulièrement. Je lis souvent ses posts sur Facebook lorsqu'il dit, je me souviens, je lisais, qui peut aller dire à ceux qui nous ont défoncés sur la tête, c'est que le pays restait de venir derrière nous. Je ne sais pas que tu l'as lu ou pas. Il disait que voilà ce qui s'est passé. Nous qui nous battions pour le pays, nous pensions que aujourd'hui, voici ce que le pays restait de devenir. Lorsqu'il dit ainsi, est-ce qu'il est en train de faire la fixation sur une personne ou sur un parti? Je ne pense pas. C'est le mal, il est rampant. Aujourd'hui, madame, je prends la peine souvent de vous indexer. Ça ne veut pas dire que c'est le RDP qui est comptable de l'échec du Cameroun. Mais c'est la corruption. Ce n'est pas un parti politique à lui seul. C'est un mal global qui est social. Vous comprenez? Ça veut dire que vous prenez aujourd'hui même le RDP, vous prenez quelqu'un qui vient et qu'il n'a pas une vision politique, la même gangrène continue et on y est là. Donc c'est pourquoi un homme visionnaire comme celui-là, lorsqu'il parle, ça veut dire qu'il a mal de ce qu'il vit dans la société d'aujourd'hui. C'est lorsqu'il veut dire que changeons. Je ne sais pas si les hommes politiques aujourd'hui au pouvoir tiennent le même discours. Je ne sais pas. S'ils ont la capacité ou la possibilité, s'ils ont assez de niais pour tenir le même discours, qu'il faut que ça change. Parce qu'au bout du chemin, vous allez regarder derrière la cuisine, ils sont en train de tirer sur les ficelles, surtout le mal qu'on connaît. Voilà. Donc maintenant, on attend que le président de la République, avec j'entre dans la politique, non, je n'entre pas. J'allais parler de remaniement, je ne parle pas de ça. Donc, on attend de voir comment... oui. Qu'est-ce que le remaniement veut chercher ici? Non, je vais dire que comment on va faire pour faire le nettoyage. Je veux dire, le président va nettoyer. Il y a tellement de choses. Non, ça fait rire, mais ça fait pleurer en fait. Oui, c'est dans ce que je dis là, dans le propos de Sa Majesté Soukoundjou est la bienvenue. Oui, je partage avec vous cet extrait, n'est-ce pas, de la lettre de mise en garde, de deuxième mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux, c'était le 9 janvier. Il dit en filigrane qu'en dépit de cette mise en garde, vous continuez à agir en marge des textes en vigueur au travers des propos de nature à mettre en péril la stabilité des institutions républicaines et la légitimité de celui qui les incarne. Autoproclamé donneur de leçons, vous insistez, vous invitez ou alors vous incitez ainsi la population à la révolte et à l'insurrection. Aussi, j'ai l'honneur de vous rappeler que toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République vous opposera la rigueur de la loi. Ça veut dire quoi, madame Dikoumé? Vous n'allez pas me demander d'aller dans les secrets de Dieu, comprendre ce que le prophète entend par là. Vous savez, je vous ai tantôt dit... Il est en menace de destitution aussi. Non.
Mais attends, c'est ce qu'il a de dire, non? Ou bien je suis mal? Madame Dicko me dit non, comment? Non. Qu'est-ce que le préfet a dit? Est-ce qu'il a dit la loi destituée? Non. Mais il a dit que s'il continue comme ça, il va s'opposer à la rigueur de la loi. Bon, je voudrais qu'on me dise, c'est pour faire un facile. La rigueur de la loi, c'est pas le fait de le destituer. Il n'est pas. On va agrandir son palais. Il n'est pas au-dessus de la loi. Vous savez, il y a aussi un autre problème que nous ne devons pas perdre de vue. Nous venons, n'est-ce pas, d'éplucher de long en large ce que c'est que la chefferie traditionnelle, quelles sont ses missions, et qu'est-ce que ces chefs devraient faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas. Non, je voudrais nous dire ici que avec les indépendances, nous avons acquis des nations. Et parce que nous sommes dans une nation, nous avons formé un État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, ce sont les institutions. Nul n'est donc au-dessus de la loi, et parce que nous avons une constitution établie, nous devons aussi vivre selon cette constitution-là. Le fait d'avoir des royautés chez nous ne nous empêche pas d'être sous des institutions que nous devons pouvoir respecter. Donc lorsque le roi se comporte, qu'il le fasse de manière à ne pas se mettre en travers, c'est-à-dire que de la loi, il ne faudrait non plus qu'il fasse des choses au mépris, n'est-ce pas, des institutions. Donc je crois que c'est un rappel de monsieur le préfet, même si quelque part quand même, le préfet aurait dû mettre des gants en s'adressant à un garant de la tradition. Christian, si madame Dicko permet, mais je ne sais pas sur quoi s'est basé le préfet pour faire cette deuxième lettre. Il parle qu'il va sur... Je crois que le problème au niveau, n'est-ce pas, du soulèvement des populations. Mais on n'en a pas vu quand même, je veux dire, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu, mais il a parlé, n'est-ce pas, de ses posts sur Facebook. Non, je ne sais pas si ça a déjà soulevé, mais je pense que ces passages dans les médias et sur l'espace cybernétique doivent certainement outrer beaucoup de gens. On va faire les hauts le cœur. Je pense que c'est ça le problème. Donc maintenant, pour revenir à la sortie du préfet, dans sa première correspondance, il avait bien pris le chef traditionnel Soukoudjou de ce qu'il ait reçu dans son palais des hommes politiques. C'était ça le problème. Soukoudjou a réagi aussi en lui disant que les Blancs ont essayé de le tuer. Il l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas lui qui a venu l'empêcher de parler ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il avait dit. Je ne l'escamote pas. Donc, pour dire au préfet, reste dans ton rôle, laisse-moi jouer le mien. Quand Soukoudjou a réagi, le préfet, un homme certainement mature, n'a pas réagi. Il a peut-être plié le petit doigt, comme on dit au quartier, disant que ça va arriver. Donc maintenant qu'il sera le préfet, maintenant lui dit, si tu continues, tu vas te frotter au rigueur de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi de 77, si ce n'est pas la destitution, c'est quoi autre qu'on peut le menacer? Parce que je ne vois pas d'autre. Bon, maintenant, supposons que le préfet des Hauts-Plateaux destitue le majesté Soukoudjou. Je dis supposons, par aventure. Petite piste. Lorsque le préfet a écrit cette lettre-là, qui se trouve forcément et toujours sur la place publique, tout à l'heure vous vous plaignez que la lettre des chefs du traditionnel de l'Ouest se trouve sur la place publique, non chez le président de la République. C'est notre pays, ça fonctionne comme ça, c'est terrible. La lettre du préfet se trouve sur la place publique. Le lendemain, les notables de Bamejou ont répondu au préfet, toujours sur la place publique. Oui, que si votre Attends. départ à la retraite vous traumatise, ce n'est pas sur notre chef que vous allez venir montrer. C'est ce que j'ai lu dans cette affaire que j'ai vue sur Facebook. Je n'ai pas voulu en parler parce que c'est sur Facebook, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est l'extrait qui m'a un peu captivé. Mais là n'est même pas le problème. Que si votre retraite là vous traumatise, ne venez pas nous embrouiller ici. N'oublions pas que le préfet de Haut-Plateau et de l'Ouest, Yampen Ousmane, il est du nom. Il connaît les enjeux de la chose, mieux que quiconque, il sait. Bon. Donc j'en arrive. Ça veut dire les notables du sultan, même si certains ont dit sur les réseaux sociaux qu'il ne peut pas s'adresser au sultan comme ça. Ça c'est une autre problème. Sortons de là, ça va nous déranger. Ça veut dire ils ont pris sur eux-mêmes en signant, en mettant leur nom, les notables, la liste est là, claire et nette. Pour dire au préfet, nous voici. Attends. Pour défier la République. Non, la République là-bas. Pour dire que nous voici, nous sommes en train de te dire que nous existons, que ce n'est pas un fantasme. Il faut t'attaquer à lui maintenant. On va te répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont en train de dire au préfet que les menaces que tu adresses à Soukoudjou, ce n'est pas ton auxiliaire d'administration que tu es en train de menacer cette fois-ci. Si pour toi il est auxiliaire de l'administration, pour nous, il est sacrificateur.
Il est dépositaire d'un pouvoir immatériel. Et là où lui et nous tenons, tu t'attaques à lui, on va te répondre en te tenant de là où nous sommes. Voici le message du jour. Et je dis donc que ça amène aujourd'hui que nos chefferies, nos autorités administratives redonnent de la valeur au chef traditionnel. Le chef traditionnel dans le temps, ou bien comme nous l'avons connu, c'était un homme de parole. C'était un homme qui n'a pas faim. Un chef traditionnel ne ment pas. On ne le destitue pas. Il ne parle pas aussi beaucoup. Si vous le savez, non. Sauf que là, il parle beaucoup. Qui ça, le chef traditionnel? Le chef Bamenjou. Avec quoi tu mesures la dimension de la parole? C'est-à-dire que chaque fois, il a des sorties sur Facebook. Mais c'est important. Puisque Madame Dicoupe vient de faire les révélations, que ce sont les activistes qui écrivent sur son Facebook. Moi, je ne sais pas comment il fait pour savoir ça. Mais j'accepte parce que je ne sais pas. Pourquoi il accepte des activistes faire des choses? C'est elle qui dit. C'est toi qui dis. Est-ce que tu ajoutes foi à ce que Madame Dicoupe me dit? Donc, tu n'es pas sérieux, Christian. Donc, tu comprends que là, ce sont les chefs traditionnels. Les notables sont là en train de dire aux chefs traditionnels, au préfet des Hauts-Plateaux, que si vous vous attaquez à lui, ce n'est pas les forces physiques, Christian. Ah, ça, c'est... Nous sommes là en plein mystique. Oui, mais est-ce qu'on doit utiliser les pouvoirs mystiques pour chasser l'autorité, alors? Ce n'est pas chasser. C'est lorsqu'il s'attaque, si tu t'attaques encore à lui, tu vas savoir que nous sommes des gars. Qui aura les Njunju la nuit? Je n'en sais rien, mon frère. Bon, ok. Madame Dicoupe, une question simple. Est-ce que Moussa Maïté Soukoudou était un opposant, un activiste politique à la solde des intérêts qui peuvent menacer le pouvoir de Yaoundé? Non, je ne Pourquoi on lui prête les intentions de pousser la population à la révolte? Le chef est un amoureux du Cameroun. Oui, c'est vrai. C'est un amoureux du Cameroun quand on l'entend. Je vous ai dit tantôt que depuis un certain temps, je le suis. C'est un amoureux du Cameroun. Le préfet lui prête les intentions d'incitation à la révolte. Non, justement, comme disait mon copanéliste tout à l'heure, vous savez, il y a l'esprit, il y a la lettre. Vous voyez, ne prenons pas les choses toujours au premier degré. Si j'écris, mon enfant, ma nièce, ma filleule écrit des choses en mes lieux et places sur ma page Facebook, je ne cherche pas à savoir qui écrit. Je m'adresse directement à la personne à laquelle appartient la page. C'est un peu ça le problème. Bon, estimer qu'il est opposant. Moi, j'ai déjà eu un débat de ça sur un média concurrent où je leur ai dit que je crois que le chef, je ne l'infantilise pas, de façon politique est instrumentalisé par une certaine jeunesse activiste. Et c'est pourquoi j'avais cherché à aller dans sa page pour voir concrètement ce qu'il y a dedans. Ces jeunesses activistes au Cameroun ou à l'étranger, je ne sais pas, ils sont de la diaspora. Je ne sais pas qui écrit. Pourquoi lorsqu'on est contre l'opposant, on est joué instrumentalisé? Pour la simple raison que... On ne peut pas être libre de dire ce qu'on pense, Madame Dicoupe. Il est libre de dire ce qu'il pense. Pourquoi on est instrumentalisé contre le... Non, c'est pourquoi je vous ai tantôt dit que vous savez, monsieur, le chef des desks politiques du message. Voilà, ça a commencé. Vous êtes universitaire. Vous avez fait des études universitaires. Notre présentateur du soir a fait des études universitaires. Monsieur Soukoundji est ce qu'on appelle un sage. Vous avez beau être sage, quand il vous manque une partie de l'instruction, vous êtes astreint parfois à des erreurs. Ça dépend. Oui, parfois vous êtes astreint à des erreurs. Donc ce sont ces erreurs-là, parce qu'il a des enfants qui sont allés à l'école bien plus que lui, qui peut-être sont dans notre bord politique, entrevoient les choses autrement, et veulent utiliser son côté fauve pour pouvoir passer leur message. Comment vous arrivez à dire non, ça? et c'est ce que j'ai dit. Et par ailleurs, le chef de l'État, le président Paul Biya, a donné la part belle au chef. Avec la décentralisation, il a permis que les chefs traditionnels puissent choisir les membres du conseil régional. Il a permis qu'avec la décentralisation... En même temps, on ne fait pas la politique. En même temps, non, attendez, il a permis qu'avec... Non, c'est pour justement vous démontrer que quand on dit désormais que le développement est local, on a besoin des acteurs locaux de poids qui sont qui? Les chefs traditionnels. On a besoin d'eux. C'est-à-dire qu'on leur a redonné du pouvoir. Et leur pouvoir a été accentué à travers la décentralisation. Alors, vous dites qu'il y a eu une première lettre, je n'ai pas eu vent de ça. Bon, première lettre de mise en garde après. Maintenant, quand il y a eu la deuxième incartade, le préfet a répondu. Pour nous dire non, écoutez, si vous continuez, c'est ce que vous avez dit, non? Exactement. Moi, je ne vois pas. Si vous continuez comme ça, vous aurez affaire, n'est-ce pas, à la loi. Et nous avons une réplique qui ne vient même pas du chef, mais qui vient des notables. Et vous avez vu que là, nous épousons encore une autre dimension. Oui. C'est une autre approche. Pour dire que, hey, faites un peu attention. Ce n'est pas l'administration que vous connaissez. Ici, il est question de notre roi. Et si vous continuez encore à vouloir le tancer des petits mots comme vous faites, voilà ce qui va arriver.
Donc là, maintenant, nous avons affaire à un choc de puissance. D'un côté, nous avons le pouvoir politique qui représente l'exécutif, qui est représenté par l'exécutif, dont le préfet. De l'autre côté, nous avons un pouvoir traditionnel qui est représenté par les notables qui sont sous le roi. Alors, nous voulons que cet état de choses, en fait, s'arrête. Je ne suis pas sur ce plateau, je peux dire que telle a raison, telle a tort, je dis non. C'est même idée. Nous ne devons pas avoir cette approche-là. Le chef de l'État a honoré les chefs. Et à nous, la jeunesse, de marcher sur cette trajectoire. Le sillon a été creusé. Il a montré aux chefs que désormais, vous avez beau les auxiliaires d'administration et je vous redonne votre pouvoir. Voilà un contrat social que je signe avec vous. Occupez-vous de l'administration maintenant qui se rapproche des administrés. Le développement désormais sera local. Le pouvoir vous revient. Et à nous autres aujourd'hui, nous ne devons pas déroger à cette règle-là. Nous devons respecter l'autorité traditionnelle avec tout ce qui va avec. Madame, mais je ne veux pas rentrer là. Qu'est-ce qui vous amuse, M. Ndass? Non, quand elle développe, il dit des choses. Bon, je dis, quand vous prenez le chef traditionnel aujourd'hui, bon, je vais être d'accord que le pouvoir, le président de la République leur a donné tous les pouvoirs. Bon, je vais être d'accord avec Mme Dikoumé. La deuxième chose, c'est que... Quand vous êtes d'accord de cette façon-là, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement d'accord. Il y a des réserves, bien entendu, que je ne suis pas totalement d'accord. Le pouvoir ne se partage pas, monsieur. Je dis au niveau, deuxième chose maintenant, au niveau de la chefferie traditionnelle, il faudrait que dans notre pays, les guégués qui sont en train de se dérouler, je suis d'accord avec elle, que ce soit sur la place publique, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui met ça sur la place publique? Vous avez l'impression, quand on est criminalité aujourd'hui, on balance. C'est pas que nous on crache dessus, c'est du pain béni là. C'est dehors. Et puis, à un certain niveau, ça ne devrait pas arrêter. Et quand les notables prennent ce qu'on a écrit à leur chef sur la place publique, quand ils écrivent, ils balancent, ils ont prouvé. Parfois, ça n'arrive même pas au préfet. Ça reste là où on a trouvé. Et ça se gère. Oui, et chacun fait son interprétation à lui, ce qui n'est pas bien. Mais attends, on est pour la cohabitation entre le politique, l'État et bien sûr l'autorité traditionnelle. Quelle est la statue de M. Sokoundji aujourd'hui, de Majesté Sokoundji d'aujourd'hui? Je pense que c'est un homme qui a fait son temps. Je pense que c'est un homme qui a vu. Il dérange? Non, je ne vais pas dire qu'il ne dérange pas. Je ne crois pas. Et pourquoi à chaque fois, c'est que l'autorité est toujours en train de... Christian, il y a combien de chefs traditionnels il y a combien de chefs traditionnels au Cameroun? Plus de 10 000 au Bamou. Si sur les 10 000, il y a un seul qui peut oser prendre la parole, ça dérange à ce point? Parfois, je ne sais pas. Les gens se donnent du zèle d'agir. Le chef... Attends, moi, je suis à la place du préfet Ousmanou. Et en peine, oui. Que je me levais, j'allais voir le chef de Sokoundji dans son palais. On regarde cette affaire-là de manière verbale, orale. Pas écrire, c'est Abraham écrit une grosse lettre et balancer sur la... Et ça se trouve sur la toile. C'est quoi cette façon de faire là? L'État est en train de se lever contre lui-même, comme ils disent. Ça veut dire qu'en interne, il y a déjà la guerre au sein de l'État. Parce que tout ça fusionné dans l'État du Cameroun. Que déjà les autorités administratives sont en train de combattre les chefs traditionnels. Bon, maintenant qu'on va installer maintenant les conseils, les présidents des conseils régionaux, comment ça va se faire entre les gouverneurs et eux? Ce sera une autre guerre ou quoi? Donc je dis qu'il faudrait que chacun raison garder, prenne la dimension de la chose et comprenne que tout ce qu'on fait là est bien pour une république. Il suffit de savoir comment composer ce qu'on a. On ne fait jamais un pays rien qu'avec des meilleurs où il y a les camps qui ont leur place dans un pays. Je disais à quelqu'un récemment que même les rebelles dans les sécessionnistes ont pour président le président de la République, même s'ils sont sécessionnistes. Et le chef d'État doit tenir compte qu'ils sont ces sujets. Et ça, là, ça fait la République. Est-ce que Christian me comprend dans ce niveau? Il ne faut pas toujours nous sommes dans notre pays toujours en train de vouloir chercher un bouc émissaire qu'on va indexer, toujours en train de chercher qui a eu mal fait. Ça ne marche pas. Instamment, on peut rappeler les gens et dire que mais voilà ce qu'on entend de vous. Soyons de moins en moins bling-bling sur la place politique pour montrer que un tel a tort, c'est l'autre qui a raison. Et à la longue, ça ne construit rien. Donc moi je pense que si au Cameroun, on avait des chefs comme Sokoundji comme cela, une vingtaine, une trentaine, notre démocratie se sentirait de mieux en mieux. Qu'est-ce qui aurait changé? Notre démocratie se trouverait de mieux en mieux oxygénée. Qu'est-ce qui aurait changé? Mais les gens parleraient de manière... Il éclaire les gens quand ils parlent comme ça, tu ne sais pas ça. Il éclaire les gens, mais est-ce que... comment je vais dire ça? Non, elle a dit la clé, madame
Dikoumé a dit qu'il a l'amour du Cameroun. Il éclaire les gens quand il parle de l'histoire. Mais quand il parle de politique, ça devient compliqué. Quelle politique? Vous le savez. Il a dit qu'il faut faire quoi? Je n'en sais rien. Il n'a rien pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il faut aller dans la rue. Oui, exactement. Soukoudiou critique l'opposition. Il le fait régulièrement. C'est que les gens sont dit ne suivent pas. Il critique l'opposition camerounaise en disant que arrêtez, c'est pas comme ça. Il critique le pouvoir. Et aujourd'hui, du haut de ses 80, combien d'années, je ne sais pas, il est dans une liberté de parole. Comme je vois également dans le Noun, le Majesté, le mot, il est dans une certaine liberté de parole. Et ça, on ne peut pas leur refuser ça. Vu l'expérience qu'il a engrenée avec le temps. Mais attendez, quand elle me dit que j'ai mangé ma mère pour configurer, on a violé mes femmes. Tu penses que c'est une expérience de rien? Attendez, c'est des gens qui pour nous sont comme des modèles, qu'on le veut ou pas, qu'on l'aime ou pas. Ce qu'il dit, tu sens qu'il aime le Cameroun. En dépit de son âge, on comprend qu'il a un certain amour pour le Cameroun. Et c'est bien. Et je pense même que certains même qui se revendiquent de la politique ne peuvent pas manifester ce degré d'amour-là. Ils n'en ont pas. Parce que généralement, ils sont dans les calculs politiciens, ils sont dans les strapontins qui vont engranger ça et là. Et l'amour du pays, ils n'en ont pas. Donc je dis ceux qui sont en train de vouloir à tout prix dire que ce coup de jouer, il faut le clouer au produit. Il faudrait qu'ils se mirent eux-mêmes avant de vouloir s'attaquer à lui, qu'il regarde si, à mon niveau, est-ce que je suis patriote vraiment? Qu'il regarde. Je suis en train de le dire. C'est des gars qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Hein. Il faut le dire ça aussi. Je n'en défends rien. On ne s'est pas encore rencontrés. Parce qu'il y a des esprits intelligents qui m'ont dit, ben voilà, il est en train de défendre son chef que lui et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Voilà. Ils sont battus, oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on est en train de dire que ben voilà, ils veulent détruire le pays, ils veulent déstabiliser. Moi, je ne sens pas ça. D'accord. Madame Dikoumé, pour sortir de ce débat, qu'est-ce qu'on dit qu'on respecte le rôle ou la place des chefs traditionnels, mais aussi qu'on préserve les institutions républicaines. Oui, il faut respecter les institutions républicaines et ceux qui les incarnent. Donc c'est même, comment appeler ça, un conflit même qui n'a pas de raison d'être. N'a pas de raison d'être, pour la simple raison que nous avons là la théorie de la pyramide renversée. D'un côté, il y a l'exécutif, de l'autre, nous avons la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que je voudrais par expliquer? À un moment, tel est le supérieur de l'autre. Sur le côté administratif, le préfet au-dessus du chef traditionnel. À un moment donné, parce que le préfet est fils du Cameroun, enfant du terroir, il est sous le chef traditionnel. Donc c'est un conflit qui n'a même pas de raison d'être, que simplement chacun joue le rôle qui est le sien, que chacun reste à sa place. Oui, tout simplement. Et dans le respect, n'est-ce pas, la Constitution. Bon, je dis. D'accord. Qui doit demander, oui, qui doit avoir les pas de danse de Sa Majesté Soukoudiou dans ces moments dégagés. Oui, mais ça c'est. Il adore ce genre de choses. Bon, c'est pour dire que j'entérine entièrement les propos de. Oui. Que doit faire le pouvoir de Yaoundé, la hiérarchie du préfet des hauts plateaux aujourd'hui, pour qu'on retrouve... Je pense qu'il faudrait que le ministre Atangadji parle encore à ses autorités administratives pour leur dire que tout ne se règle pas sur la place publique. Ils peuvent demander aux autorités administratives d'être encore plus discrètes, autant pour moi, dans leur communication. Les coups comme le commandement n'existent plus dans le monde. C'est terminé, l'aide de commandement. Comprenons-nous, c'est terminé de dire le commandement. C'est à l'armée. Vous comprenez? L'obéissance. Ceux qu'on appelait chefs de terre hier, qui ce terme-là est galvaudé déjà, ce sont des gens, ce sont des managers de l'État. Ils implémentent au niveau social, en tant que représentants de l'État, comment les gens vont faire pour leur bien-être au quotidien. Ce n'est plus quelqu'un qui reste au sommet de la pyramide et il regarde les gens d'en bas et dit que, écoutez, et la tête tremble. Non, il doit être là, puisqu'il doit travailler de concert avec le maire. Dans la décentralisation, il représente l'État, il veille à ce que le bonheur des populations soit assuré. Donc pour moi, je trouve que les propos de Sa Majesté Soukoudiou tiennent. Si c'était levé contre les autorités ou les institutions de la République, on serait les premiers sur la table ici en train de décrier qu'il ne doit pas tenir un tel langage. Il ne l'a pas fait, même si le préfet à l'ouest dit qu'à l'est, dans les hauts plateaux, dit qu'il y a une menace à la paix sociale lorsqu'il parle dans les chaînes de télévision et de radio. Moi, à mon niveau, je n'en vois pas. Qui va se lever pour aller... Je ne vois pas la menace, mais peut-être qu'il voit que moi je ne vois pas. Avoir la même vision que le préfet. En tant que journaliste, oui, c'est ce que je dis. Qui a accès à d'autres informations. Justement, c'est pourquoi je dis que je n'en vois pas. Je dis ce que je confesse, ce que je suis, avec mes limites et mes incapacités. Vous allez accepter que je l'ai dit sur ce plateau, que je ne vois pas. Bon, lui, maintenant, s'il va dire à nous autres qu'écoutez, en fait, tu ne vois pas, mais voici ça, voilà les menaces. Qu'il me convainque sur ça, qu'il me le dise, ou bien qu'il m'instruise, qu'il m'enseigne. Je ne demande que ça.
Mais moi, maintenant, en tant que citoyen lambda, quand je lis la lettre, je ne vois pas en quoi les gens vont se lever pour aller saquer, faire ceci ou cela, pour que la stabilité soit menacée parce qu'il a parlé. Je ne vois pas. D'accord, merci beaucoup. Merci donc à tous les deux d'être venus. C'était la première édition du kiosque de l'année. Merci au jeune Alex Fotso qui s'est occupé de la réalisation de votre programme aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont regardés sur les réseaux sociaux. Merci pour vos commentaires et autres. Merci aussi pour vos suggestions. Merci à Madame Dikoumé du RDPC. Merci à Léopold Dassi. On se retrouve samedi prochain à 15h. Prenez soin de vous. Portez vos masques. À bientôt. C'est une grande plaisir.